כשהתגייס ביקש מלאה אמו ללמד אותו תפירה, ורקם בעצמו על רצועת הנשק את המילים עוז וענווה. احنا بندفع ضريبة القدس، هاي شبابنا، هاي عنواننا. Bonjour, bon réveil. Merci d'avoir choisi i24 News pour vous informer. Ce matin, voici ce qu'il faut retenir de l'actualité. Après 29 jours de conflit, un cessez-le-feu de 72 heures est entré en vigueur à l'instant, à 8 heures précisément. Il a été accepté cette nuit par les deux parties sans conditions préalables. À noter tout de même qu'il y a quelques minutes, l'alerte a retenti dans l'ensemble du pays, le sud, mais également le centre d'Israël autour de Jérusalem et au sud de Tel Aviv. Voilà, il faut le noter, c'est l'Égypte, sous parapluie américain, qui orchestre ces négociations indirectes. Au Caire, la délégation palestinienne poursuit ses entretiens entamés il y a 48 heures. Une délégation israélienne serait attendue prochainement. Objectif, un accord de cessez-le-feu à long terme. À la Maison-Blanche, on a appelé cette nuit les deux parties à respecter l'accord. Mais pour Washington, la balle est bien dans le camp du Hamas. En parallèle, le président Obama a signé cette nuit l'octroi de 225 millions de dollars supplémentaires pour le système de défense israélien Dôme de fer. Voilà, et sur le terrain, l'armée israélienne annonce ce matin le retrait total de ses troupes de Gaza. Hier, Tzahal déclarait avoir achevé la destruction des tunnels terroristes, mais après un mois d'affrontement, le bilan humain est lourd. Côté israélien, 3 civils et 63 soldats ont été tués. Côté palestinien, 1867 morts et parmi eux, vous le savez, de nombreux civils. Merci de votre fidélité au Morning. On va tenter ensemble et pendant 2 heures de décrypter cette situation. Nos reporters sont mobilisés un peu partout dans le pays. Et en plateau, je dis bonjour à Cyril. Bonjour Laura. Et à Denis Charbit. Merci d'être là. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université ouverte. Est-ce que cette fois, on peut y croire ? Oui, parce que il y a l'Égypte qui s'est introduite de manière massive dans ce processus. En même temps, on sait bien que c'est du côté du Hamas, c'est eux qui sont mis à l'épreuve. C'est pas la première fois qu'ils le violent, donc ce serait pas non plus une trop grande surprise. Mais dans la mesure où il y a un retrait d'efforts, dans la mesure où l'armée israélienne l'a annoncé, la met à exécution, c'est déjà, je dirais, une provocation bien plus significative que de violer une fois de plus un cessez-le-feu lorsque les troupes s'y trouvent. Ces tirs sur l'ensemble du pays quelques minutes avant 8 heures, ça ne vous étonne pas ? C'est un baroud d'honneur, oui, non, c'est pas surprenant. Alors pour vous, la différence, c'est cette médiation égyptienne. On n'est plus dans une confusion des médiateurs. Fini le Qatar, fini la Turquie, fini les faux pas américains. C'est l'Égypte qui reprend les rênes ? Effectivement, elle s'impose comme l'acteur régional qu'elle a souvent été dans l'histoire du monde arabe dans la deuxième moitié du XXe siècle. Je dirais que ce qui est ici plus significatif, c'est quand même, pour une fois, la participation d'une délégation palestinienne composée de toutes les composantes du mouvement national palestinien. Ça ne doit pas être très simple. Ça se retrouve pas souvent dans l'histoire diplomatique et on verra si c'est prometteur de quelque chose. Je crois que la vraie question, c'est pas tant le retour au cessez-le-feu. Dans tous les conflits, y compris avec le Hamas, il y a eu un moment un retour à un cessez-le-feu, même si ça a tendance à prendre un peu plus de temps que la date qui est fixée. Le problème, c'est est-ce qu'on est capable, et est-ce que l'Égypte se montrera capable, comme elle l'a été maintenant, de passer à la phase diplomatique. Quel type de règlement, quel type d'accord? Je crois que c'est ça qui est important. En tout cas, c'est ce que voulait Israël depuis le départ, faire porter à l'Égypte la responsabilité qu'il se porte, lui, garant de cet accord.
Oui, d'une certaine manière, c'est vrai que c'est l'acteur régional qui est le plus crédible aux yeux d'Israël. N'oublions pas, et c'est très important, l'Égypte est aussi un voisin, c'est pas un médiateur extérieur. La question de Rafah dépendra du résultat de la négociation. Oui, l'Égypte est partie prenante, finalement. Elle est partie prenante, et d'ailleurs c'est elle qui a imposé l'ordre des choses, c'est-à-dire d'abord une négociation, comme elle l'avait dit, d'abord un cessez-le-feu, pardon, et ensuite une négociation. Et ça, là-dessus, elle a été ferme et elle a été entendue. Oui, ce que le Hamas ne voulait pas au départ, mais il a plié. Oui, ce qui montre bien déjà un des premiers effets de cette opération, c'est-à-dire un affaiblissement diplomatique. Ils n'arrivent pas à imposer, ils n'ont pas réussi à imposer, et c'est tant mieux, et je pense que tout le monde estime que c'est comme ça que cela devait avoir lieu. C'est la main de fer d'Al-Sisi qui a provoqué cette situation, finalement, où l'Égypte a réussi à imposer sa volonté? Alors, je ne sais pas si c'est une main de fer, en tout cas, c'est une fermeté. Ouais. Ils n'ont pas varié d'un iota là-dessus, ou à peine, et dans la mesure où ils se sont imposés comme un acteur régional dans une région où finalement il n'y en a plus, la Syrie n'existe plus, l'Irak non plus, la Jordanie n'a jamais joué un rôle essentiel, donc c'est vrai que l'Égypte ici trouve son rôle naturel, mais je dirais à la fois grâce à son autorité, grâce aussi au vide qui existe dans la région. Et je pense que pour le Hamas, de toute façon, un interlocuteur arabe est préférable à un quelconque interlocuteur étranger. C'est pas facile pour eux, hein. Sisi, c'est quand même celui qui a abattu le pouvoir des frères musulmans, mais cela montre aussi que le rapport de force existe aussi dans la scène, dans la cour diplomatique et pas uniquement sur le champ de bataille. Alors restez avec nous, on va continuer de décrypter évidemment la situation, mais je me tourne tout de suite vers Julia Ganantia qui se trouve dans la ville d'Ashkelon. Julia, on l'a dit, plusieurs tirs, plusieurs alertes dans le sud et le centre du pays. Est-ce que ces tirs ont été interceptés ? Bonjour Barbara, je ne vous entends pas très bien, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'ici à Ashkelon, la ville s'éveille, la situation est encore calme. L'alerte n'a pas retenti ici ce matin, mais ce n'est pas le cas dans d'autres villes du pays. L'alerte a retenti il y a encore quelques minutes, juste avant que la trêve humanitaire entre en vigueur. C'était à Ashdod, à Rehovot, à Shaara Negev. Nous avons, pu entendre ici plusieurs interceptions du système d'hommes de fer. Nous avons très distinctement entendu les bombes, mais ici l'alerte n'a pas retenti. La dernière fois que les sirènes ont retenti dans la ville d'Ashkelon, c'était cette nuit aux alentours d'1h du matin, et c'est 2 roquettes qui avaient été interceptées dans cette ville d'Ashkelon. Merci beaucoup Julia, vous nous tenez au courant des autres développements. Nous a rejoint Freddy Eitan. Bonjour, merci d'être avec nous, ancien diplomate israélien. Alors on parlait de cette négociation qui est en train de se mettre en place sous l'égide égyptienne. Comment Israël veille à protéger ses intérêts sans délégation pour le moment? Est-ce que c'est une situation qui va changer dans les heures qui viennent? On doit attendre des responsables israéliens au Caire? Sans doute. Il faut dire aussi qu'il ne faut pas oublier que ces dernières minutes, il y a eu des salves de plusieurs roquettes ont été lancées dans tout le pays, et, y compris à Ma'ale Adumim. Banlieue de Jérusalem. Donc pour vous dire qu'on espère que cette fois-ci, la trêve sera respectée. Il ne s'agit pas d'une trêve humanitaire. Il s'agit d'une trêve qu'on espère qu'elle sera très longue. On espère aussi que le Hamas comprendra que seule l'initiative et la médiation égyptienne est valable. Donc c'est pour Israël, je crois, on revient au départ. C'est-à-dire que nous avons voulu une médiation égyptienne. La médiation est là. Les Américains essayent de nous aider, mais il faut éviter à tout prix que le Qatar ou la Turquie s'y mêlent. Et donc Israël ira au Caire, tout d'abord par une délégation, si vous voulez, militaire, beaucoup plus sur le renseignement, pour avoir des contacts directs avec non pas avec la classe politique égyptienne, mais avec les dirigeants des services secrets donc égyptiens. Nous avons toujours eu des contacts directs entre les deux pays, et donc on verra de quelle manière cela va se faire et quelles seront les modalités. Quelles seront les modalités, quels seront les acquis israéliens? Israël a quand même payé un prix très lourd, 63 soldats tués en un mois. Binyamin Netanyahou est obligé d'obtenir des acquis face à son opinion publique pour expliquer le bien fondé de cette opération, plus que la simple restauration du calme.
Oui, je pense que s'il y a quelque chose qui a caractérisé l'opinion publique israélienne dès le début de l'opération, c'est le sentiment, ou c'est en tout cas l'espoir, que ce ne soit pas un troisième round en prévision d'un quatrième qui aurait lieu dans 2 ans, 4 ans, 5 ans. Alors c'est vrai que, et c'est là où il y a une frustration qu'on ne peut pas ne pas entendre, c'est vrai que pour les Israéliens, ne pas avoir un quatrième round signifie que celui-là doit être définitif, soit la der des der en quelque sorte. Or, on voit bien sur le terrain, et là il y a une frustration qu'on ne peut pas ne pas discerner, ça ne se passe pas par l'éradication du Hamas. On en avait parlé dès le début de l'opération, ce n'était pas l'objectif d'Israël, à la fois pour maintenir, je dirais, un ennemi qu'on saisit, hein, mais également parce que pour obtenir un tel objectif, je veux dire, il aurait fallu une opération d'une toute autre envergure. Et ça, je crois que et le ministre de la Défense et le Premier ministre n'y étaient pas d'accord. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, d'une certaine manière, ça peut paraître très paradoxal, mais la seule chose qui peut donner le change à cette attente de quelque chose de définitif qui transformerait les rapports entre Gaza et l'État d'Israël, c'est une issue diplomatique. Alors qu'elle est extrêmement compliquée. Il ne faut pas se leurrer, elle ne sera pas évidente. Demander la démilitarisation du Hamas, ça apparaît quelque chose d'inconcevable. Demander la levée du blocus, ça apparaît complètement inconcevable également pour Israël. Comment on arrive à mettre en place des mécanismes pour arriver petit à petit à cela, ça ne peut passer que par la réintroduction de Mahmoud Abbas sur la scène politique de Gaza. Est-ce que ce sera possible ? Est-ce qu'Israël mettra tout son pouvoir, toute son autorité pour l'exiger, pour le demander et pour l'obtenir ? Je crois que c'est là que peut se jouer, je dirais, un certain sens à une opération dont on ne voit pas aujourd'hui à quoi elle a servi. Vous interrogez toute la population israélienne, aujourd'hui, de la gauche jusqu'à la droite, tout le monde vous dit ça a été un coup pour rien. Un coup pour rien, Binyamin Netanyahou a été très clair, Fred Yetan, dans son slogan quant à ses revendications. Il l'a dit hier, reconstruction contre démilitarisation. Est-ce que vous y croyez ? D'abord, je dois y répondre. On n'a pas perdu 63 soldats, plus d'une centaine de blessés, des dégâts, plusieurs dégâts dans les villages israéliens, la terreur qu'a semé donc le Hamas et les tunnels. Je crois que cette opération a réussi. A réussi non pas à reprendre la dissuasion, parce qu'on n'a pas besoin de dissuasion pour le Hamas. Le Hamas comprend qu'Israël, Tzahal, est la plus, je dirais, la puissante armée du Moyen-Orient. Et donc, on n'a pas besoin avec un groupe terroriste, un mouvement terroriste de 20 000 hommes, évidemment, il ne fait pas le poids concernant la puissance israélienne. Mais il faut dire aussi que les tunnels qui ont été détruits, les tunnels d'attaque surtout, parce qu'il y en a plusieurs, ont permis à Israël de comprendre quelle était la stratégie ignoble, odieuse du Hamas. Mais est-ce que cette victoire militaire que vous décrivez... Je ne parle pas de victoire, il ne s'agit pas de victoire. Vous savez, en tout cas, un coup très fort porté au Hamas, est-ce qu'il va suffire, est-ce que ce coup va suffire à changer pour de bon cette réalité, ces rounds successifs ? Écoutez, on n'a pas le choix. D'abord, on n'a pas le choix. Premièrement, il faut comprendre que ce conflit dure et endure depuis une centaine d'années. Donc on n'a pas le choix, il ne faut pas lever les bras à chaque fois, hein, ni baisser les bras. Donc il est clair que nous allons affronter encore ce terrorisme, ce combat inlassable contre le terrorisme. Parce qu'il ne s'agit pas seulement du Hamas, il s'agit de ce qui nous entoure. On a le Hezbollah, on a d'autres ennemis proches et lointains. Donc on doit combattre contre cet ennemi-là qui est le terrorisme. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, quand on dit que cette opération a été lancée pour rien, c'est faux. Parce qu'effectivement, on voit sur le terrain qu'on a détruit une grande partie, plus de 2/3, donc, des roquettes lancées. Vous savez, le Hamas joue avec cet aspect-là religieux, macabre, qui est en fait ce que les frères musulmans voulaient. Et il ne faut pas aussi se laisser faire et dire, voilà, le Hamas a lancé des roquettes, Israël n'avait pas le choix, Israël a riposté, on a bien compris. On n'a pas compris tout ça, non. Le Hamas fait partie d'une certaine idéologie religieuse des frères musulmans. Et fort heureusement, contrairement à ce qui a été plan durci et pilier de défense,
nous avons l'Égypte avec nous. Et la preuve, la médiation égyptienne joue un rôle très important. Et donc, la donne a changé complètement. Pour la première fois, vous n'avez pas vu de manifestations ni au Caire, ni en Jordanie. Ici et là, des affrontements, mais il n'y a pas eu cette masse populaire contre Israël. On n'a pas rappelé les ambassadeurs. Et donc, tout a changé. Donc, nous devons effectivement relancer le processus de paix avec un certain appui, un certain soutien à la fois de l'Arabie saoudite, des pays du Golfe et de l'Égypte et la Jordanie pour avoir cet atout considérable face au Hamas, face à l'étendard chiite. Voilà, un contexte régional sans doute différent. On va en reparler, mais on va continuer pour le moment de décrypter la situation grâce à vous, Cyril, et aux journaux du Moyen-Orient ce matin, des journaux qui retiennent leur souffle, car à l'heure où l'on parle, il y a 14 minutes, précisément, un cessez-le-feu est entré en vigeur. Oui, est-ce que cette fois-ci sera la bonne? Pas moins de 5 trêves ont été rompues depuis le début de l'opération. C'est donc un optimisme prudent qui domine ce matin dans le quotidien de la région. Oui, plutôt le journal égyptien, Al-Masri Al-Yom, l'Égyptien aujourd'hui, qui salue ce matin la prouesse du chef des services de renseignement égyptien, le général Farid El-Touhami, qui a réussi à arracher un arrêt des hostilités aux factions palestiniennes qui se trouvaient au Caire donc depuis 3 longues journées. Le journal qui laisse entendre par ailleurs de manière assez laconique que l'Égypte et les factions seraient parvenus à des ententes sur la réouverture du point de passage de Rafah. Après un mois d'agression, un cessez-le-feu entre en vigueur aujourd'hui, titre de leur côté nos confrères de l'agence de presse palestinienne Ma'an. Idem pour le Jérusalem Post, 3 jours de trêve en une du quotidien. Le quotidien israélien en langue anglaise qui précise toutefois qu'Israël a accepté l'offre de trêve égyptienne sans aucune condition. Alors plus prudent, lui, le quotidien à grand tirage Yediot Ahronot titre « Nouvelle chance de cessez-le-feu ». Cependant, qu'un seul mot figure en manchette du Israël Hayom, cessez-le-feu, sous cette image d'un soldat israélien visiblement heureux de franchir la frontière côté israélien. Le quotidien gratuit qui annonce par ailleurs que la bataille sera dorénavant livrée sur le terrain diplomatique, car si l'accalmie est maintenue, ajoute le journal, une délégation israélienne se rendra au Caire avec cette équation dans les attachés caisses. En contrepartie de sa reconstruction, la bande de Gaza devra impérativement être démilitarisée. Alors Barbara, les commentaires vont bon train ce matin, on se l'imagine, pour l'expert militaire du Israël Hayom, Yoav Limor. Ce cessez-le-feu arrive à point nommé pour Israël car l'armée a réussi à achever la mission principale qui lui avait été fixée, à savoir celle de la destruction des tunnels offensifs de la bande de Gaza. Mais cette trêve, c'est aussi une bonne affaire pour Israël car elle émane de l'Égypte qui fait son grand retour en tant que médiatrice, barrant ainsi la route à la tentative de médiation qataro-turque. Pour Alex Fishman, toutefois du Yediot Ahronot, ce cessez-le-feu n'a rien d'une happy end. Dans une analyse intitulée Rendez-vous au prochain round, l'expert militaire estime néanmoins que le Hamas ressort affaibli de cette confrontation. Le Hamas, nous dit Alex Fishman, a déclenché les hostilités avec de très faibles atouts politiques et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'en a pas gagné en route, au Caire. C'est le Hamas qui est venu demander un cessez-le-feu sans accord avec Israël. Le mouvement islamiste palestinien aura bien du mal à convaincre les Gazaouis du bien fondé de la guerre qu'il a entamée. Et puis les quotidiens palestiniens et israéliens reviennent ce matin aussi sur ces condamnations internationales après cette frappe contre une école de l'UNRWA. 3 cas similaires en tout depuis un mois. Oui, les réactions qui se sont faites de plus en plus dures dans le monde vis-à-vis de cette intervention israélienne. Hier, la communauté internationale a haussé le ton contre Israël, comme le relate ce matin le journal palestinien Al-Quds qui paraît à Ramallah. La France appelle à mettre fin au massacre à Gaza, titre le quotidien sous cette image, vous le voyez, du président de la République François Hollande. Mais voilà, pour l'éditorialiste du Yediot Ahronot, Ben Dror Yemeni, l'utilisation même du mot massacre ne fait que servir la stratégie du Hamas, ainsi que celle de tous les djihadistes qui se promènent dans les rues de Paris. Comment en effet, s'interroge le journaliste, comment critiquer les manifestants anti-israéliens alors que leurs propres dirigeants s'expriment de la sorte? Quoi qu'il en soit, le Yediot, vous allez le voir, on est certain, le monde est contre nous. Voilà le titre du journal ce matin. Le monde, ou plus précisément l'Europe, avec cette carte de la haine anti-israélienne sur le vieux continent. La Grande-Bretagne qui réexamine toutes ses licences d'exportation d'armes à destination d'Israël. L'Espagne qui, elle, les a suspendues tout bonnement. La Belgique où un médecin refusait de soigner une patiente juive nonagénaire en lui suggérant de se rendre à Gaza pour que la douleur passe. Ou encore aux Pays-Bas où une famille israélienne a été agressée pour avoir accroché un drapeau d'Israël à son balcon. Voilà pourquoi Barbara, et avec de telles réactions, pour le Yediot Ahronot, le terrorisme a le vent en poupe. Voilà pour les journaux. Merci Cyril. Alors on l'a dit, une sortie de crise est en train de se négocier en ce moment même au Caire. Reste à voir ce que contiendra cet accord. Jusqu'ici,
On l'a dit, les partis ne sont jamais parvenus à changer la réalité. Chaque quelques années, le Hamas et Israël s'affrontent. 2009, 2012, 2014. Le scénario se répète de façon dramatique et les acteurs de cette tragédie répètent eux aussi les mêmes slogans et les mêmes messages. Sandy Fortis revient sur ces épisodes. Missiles et interceptions ne sont pas les seuls à désormais faire partie de la routine. Même la façon dont sont menées les opérations israéliennes semble avoir été apprise par cœur. Plan durci, piliers de défense, bordures protectrices, ça commence toujours par une pluie de roquettes et l'espoir d'Israël que le calme revienne. La détente répondra à la détente, le calme répondra au calme. Le calme répondra au calme. Le calme répondra au calme. Toute provocation aura pour réponse une forte riposte. Et quand on ne peut plus rester sans rien faire, la machine militaire choisit un nom significatif composé de 2 mots. L'heure est alors venue pour le gouvernement de prononcer un discours à la nation de circonstance. Aucun pays ne peut s'accommoder d'une telle réalité. Nous ne pouvons accepter une situation dans laquelle les citoyens israéliens sont confrontés quotidiennement à des tirs de roquettes. C'est alors que le chef de l'opposition affirme devant les médias qu'il n'y a plus ni coalition ni opposition, il y a Israël. Il y a un temps pour les litiges et un temps pour être unis. Aujourd'hui, nous devons être unis. Je n'ai pas hésité à les féliciter d'avoir pris cette décision. Je pense qu'il y a des moments où les considérations politiques passent au second plan. En ce moment, alors qu'Israël est confronté à de profondes angoisses, nous serons là en renfort. Mais l'opération terrestre s'éternise et il faut dire au public jusqu'à quand. Ça pourrait encore prendre du temps et chacun de nous devra faire preuve de patience. Nous sommes au milieu d'une lutte difficile et on ne peut pas affirmer qu'elle sera courte. Nous avons notre temps pour trouver le moyen de leur faire payer le prix fort. C'est généralement à ce moment-là que le Caire se manifeste et qu'il propose aux 2 parties un cessez-le-feu. Aujourd'hui, avant la réunion ministérielle, j'ai parlé avec le président égyptien Hosni Moubarak qui m'a proposé une initiative de cessez-le-feu. Je pense qu'il est important de remarquer l'attitude responsable de l'Égypte. Je tiens à remercier le président Morsi. Nous avons apprécié la proposition égyptienne. Et au gouvernement israélien de mentionner qu'il ne discute pas avec les terroristes. Le Hamas n'a pas pris part à la conclusion de cet arrangement. On ne conclura pas un accord avec le Hamas. Nous le ferons contre le Hamas. À chaque fois, Israël insiste sur le coup qu'il a porté au Hamas. Le Hamas a subi une grosse défaite. Un coup dur pour le Hamas. Nous avons frappé avec force le Hamas et les autres organisations terroristes. Et à chaque fois, le gouvernement promet que la prochaine fois, ça ne se passera pas de la même façon. Je ne conseille pas au Hamas et aux autres organisations terroristes de nous provoquer de nouveau. S'ils veulent nous tester, nous passerons le test avec succès. Seule exception à ce scénario répétition, cette fois, le chef de l'opposition de l'époque ne s'attaquera pas au gouvernement. Tzipi Livni et le gouvernement de Kadima ont arrêté Tsahal avant l'accomplissement de la mission. Nous n'arrêterons pas Tsahal. Nous accomplirons notre mission, nous vaincrons le régime de terreur du Hamas. Heureusement pour lui, Binyamin Netanyahou n'est pas son propre opposant politique. Denis Sherbit, c'est plutôt tragique ou plutôt comique, ces phrases, ces scénarios qui se répètent? Non, je dirais que ça montre une certaine pauvreté du discours politique. C'est-à-dire, on est dans la répétition. J'ai envie de dire parce que, d'une manière générale, les événements n'ont pas l'impact que l'on croit. On a l'impression à chaque fois que c'est quelque chose de neuf, mais en vérité, les idées, les manières de concevoir les événements sont déjà établies et il faut un événement d'une portée considérable pour les transformer. Regardez, même en 1977, lorsque Sadat a annoncé au Parlement égyptien qu'il accepterait de se rendre à Jérusalem, une grande partie de la classe politique a émis un doute en disant attention, c'est peut-être un piège. On sortait de 4 ans de la guerre de Kippour. Qu'est-ce qui a changé dans cet événement, dans cette opération-là? Pas grand-chose. Il y a eu quand même au niveau des pertes, l'opération Plan durci et pilier de défense a fait du côté israélien des morts entre 1 et 5. Côté palestinien, Plan durci près de 1200, là on est passé à un peu plus de 1800. Ouais. Donc c'est toujours les civils qui paient le prix de cette incapacité
des deux côtés. Je suis sûr que du côté du Hamas, on ne dit pas autre chose aujourd'hui que ce qu'on disait il y a quelques années. Et je dirais que la seule ouverture, mais elle est ténue, c'est quand même le rôle de Mahmoud Abbas. Et vous avez vu que dans le reportage, on n'a pas parlé de la position palestinienne, celle du Fatah, parce qu'effectivement, celle-là a changé. C'est la seule chose où, là, il y a peut-être quelque chose à saisir. Et le défi, c'est de voir si on sera capable de reconsidérer. Netanyahou, dans sa conférence de presse, a parlé de nouvelles occasions, de nouvelles opportunités. C'était extrêmement restreint comme perspective, mais il y a peut-être là quelque chose. Mais tant qu'on n'a pas modifié la perception qu'on a du conflit, on n'aura rien changé. Si le Hamas n'est que la tête de pont de l'islamisme mondial, bien évidemment que rien ne changera. Si on considère qu'il est une partie du mouvement national palestinien, alors là, peut-être qu'il y a quelque chose qui pourra se dégager. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Freddy Eitan? C'est une proposition, en tout cas, que Binyamin Netanyahou devra accepter ou non, qui est menée, tambour battant par Tzipi Livni, proposition de centre-gauche. Elle le dit, renverser le Hamas pour que l'autorité palestinienne reprenne les rênes en Cisjordanie et à Gaza. Vous y croyez à cette solution? D'abord, je ne suis pas sceptique. En Israël, on doit être optimiste. Et nous avons affronté tant de problèmes et nous avons eu tant de douleurs le long depuis la création de l'État d'Israël. Et celui qui est né ici et qui connaît depuis 1948 ce qui s'est passé, eh bien, ce qui se passe, c'est des miracles. Il faut le répéter à chaque fois. Pas seulement pour d'hommes de fer que c'est un miracle, mais c'est aussi, à chaque fois, c'est comme ça. Bon, ça, c'est une réalité, et en nous trouvant dans un Proche-Orient, je dirais dans la jungle du Proche-Orient. Maintenant, Mahmoud Abbas et le Hamas. Vous savez, aujourd'hui, je crois, le Hamas s'est renforcé, c'est-à-dire sur le plan populaire. C'est-à-dire que cette action, donc cette opération à Gaza, a affaibli sur le plan militaire le Hamas. Mais la population, on la voit par les images, et elles sont pénibles, elles sont terrifiantes. C'est un tremblement de terre, un séisme. Mais chez le Hamas, la majorité reçoit et continuera évidemment à soutenir le Hamas. Alors si 1,8 million de Palestiniens, c'est-à-dire une autre entité, est hamasnique, comme on dit, alors il est très difficile de poursuivre un processus de paix qui ne détachera pas donc le mouvement du Hamas avec l'autorité palestinienne, avec le Fatah. Par contre, je crois que nous devons donner à Mahmoud Abbas les éléments possibles. Mais est-il capable, lui, Mahmoud Abbas, de maîtriser toutes les troupes? Et c'est là le problème. Maintenant, il y a... Vous avez parlé de Tzipi Livni, vous avez parlé d'autres personnes. On a essayé plusieurs fois avec les Palestiniens. Je crois qu'il faut leur dire d'une façon claire et nette ce matin. Les accords d'Oslo, le retrait de Gaza du couloir de Philadelphie était une erreur fatale. Et je le répète, non, c'est important de le dire ce matin. Merci beaucoup, on doit s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve dans quelques minutes. Merci d'être avec nous sur i24 News. Voici ce qu'il faut retenir de l'actualité à 8h30 précisément à Tel Aviv. Après 29 jours de conflit, cessez-le-feu de 70 heures est entré en vigueur il y a 30 minutes exactement. Il a été accepté cette nuit par les deux parties sans conditions préalables. Peu avant 8 heures, l'alerte a retenti dans le sud et le centre du pays, autour de Jérusalem et au sud de Tel Aviv. Voilà, et c'est l'Égypte, vous le savez, sous parapluie américain qui orchestre les négociations indirectes. Au Caire, la délégation palestinienne poursuit ses entretiens entamés il y a 48 heures. Une délégation israélienne serait attendue prochainement. Objectif, un accord de cessez-le-feu à long terme. À la Maison-Blanche, on appelle les deux parties à respecter l'accord, mais pour Washington, la balle est bien dans le camp du Hamas. En parallèle, le président Obama a signé cette nuit l'octroi de 225 millions de dollars supplémentaires pour le système de défense israélien d'hommes de fer.
Voilà, et sur le terrain, notez que l'armée israélienne a annoncé le retrait total de ses troupes à Gaza. Tzahal a déclaré hier avoir achevé la destruction des tunnels à Gaza, mais après un mois d'affrontement, eh bien, le bilan humain est lourd. Côté israélien, 3 civils et 63 soldats ont été tués en un mois. Côté palestinien, 1867 morts et parmi eux, vous le savez, des civils. Et on se tourne précisément vers la frontière entre Israël et la bande de Gaza où on vous retrouve. Léa Berdugo. Tzahal annonce un retrait total de ses troupes de la bande de Gaza. Est-ce que vous pouvez le constater ? Oui, nous avons vu un retrait progressif des troupes israéliennes donc de la bande de Gaza vers la frontière où les troupes israéliennes sont dorénavant massées. Il existe une zone tampon où de nombreuses troupes sont présentes en cas de récidive du Hamas, en cas d'une rupture de cessez-le-feu. L'armée israélienne s'est dit d'ailleurs prête à toutes les éventualités en cas de nouvelle attaque du mouvement islamiste. Alors on l'a dit, hein, Léa, le cessez-le-feu est donc entré en vigueur il y a un petit peu plus de 30 minutes. Pour l'heure, la situation est calme. On ne tire pas d'un côté comme de l'autre. Non, il n'y a aucune attaque d'un côté comme de l'autre. Par contre, peu avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, nous avons pu constater une salve de roquettes venant de la bande de Gaza. Plusieurs villes du sud du pays ont été touchées. Également, même au-delà de la frontière, que ce soit des villes comme Ashdod ou Ashkelon, les alertes ont été nombreuses. Les localités de Sha'ar HaNegev, d'Eshkol ont été visées. Donc avant l'instauration du cessez-le-feu, on a pu voir une nouvelle attaque donc, de la part du Hamas concernant Israël. Merci beaucoup, Léa. Vous nous tenez informés évidemment de tous les développements sur le terrain. Bonjour Ali Waked, notre spécialiste du monde arabe, et bonjour Boaz Bismuth, ancien diplomate israélien, journaliste au Israël Hayom. Bonjour Barbara. Est-ce que cette fois, ce cessez-le-feu a plus de chances de marcher ? C'est quoi ? C'est le 7e cessez-le-feu. Je pense encore une fois que oui. N'oublions pas qu'encore une fois, il s'agit d'un cessez-le-feu, 72 heures. On n'est plus dans une trêve humanitaire. On n'est plus dans une trêve, ouais, exactement, parce que vous savez, peut-être il y avait un problème de terminologie, parce que humanitaire, peut-être un mot que Hamas ne connaît pas, et donc ils n'ont pas pu respecter quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Mais là, c'est une trêve tout court, alors peut-être là, on va comprendre un petit peu. Mais toujours est-il que finalement, on voit que, parce qu'on aime bien parler, on a vu les sondages en Israël, que plus de 70% pensent que les dissuasions israéliennes ne s'est pas améliorées. Mais je pense que quand même, le cessez-le-feu, quand même le Hamas l'a demandé. C'est pas Hamas-Gaza qui va pour l'instant négocier, ils vont peut-être se rejoindre. Ça va se passer dans le calme et pas sous le feu comme Hamas voulait. Et ça se passe en Égypte et pas en Qatar ou en Turquie, encore une fois, quand Hamas le voulait. Donc finalement, je pense que tout ça est un bon signe. Et quand même, il faut quand même s'attendre, hein, et ça je le dis aussi aux téléspectateurs sympathisants d'Israël, même s'il restait un combattant du Hamas, un dans les tunnels, il sortirait en disant victoire, victoire. Finalement, je pense que on peut pas, aucune partie peut dire victoire quand on a autant de morts, bien sûr, et autant de destruction des deux côtés. Mais finalement, je pense que Hamas affaibli, avant le conflit, est encore plus affaibli aujourd'hui. Que dit le Hamas ces dernières heures, Ali ? Bien sûr, Barbara, la photo ou l'image que le Hamas présente, il est contraire à ce que Boaz vient de dire. Pour eux, c'est le côté israélien qui a demandé ce cessez-le-feu. Ce matin, dans les médias du Hamas, on rappelle à tout le monde ce qu'a dit le secrétaire d'État américain John Kerry, qui a dit que M. Netanyahu lui a demandé à 5 reprises de prendre l'initiative pour un cessez-le-feu. Mais la vérité, c'est que les deux côtés ont été épuisés. Les deux côtés ne peuvent pas réclamer une victoire. C'est vrai qu'à 1 minute avant 8 heures, on a vu 20 ou 25 roquettes tirées sur le côté israélien. C'était un peu attendu. L'armée israélienne n'a pas riposté parce que tout le monde attendait à ce que les Palestiniens voulaient dire que la dernière balle venait de leur côté, pour dire justement que cette guerre de 28-29 jours n'a pas épuisé les capacités des organisations palestiniennes. La question, Barbara, est la suivante. Qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe pour que le Hamas se sente qu'il fera partie,
qui fera partie de l'étape prochaine de l'arrangement sécuritaire, de l'arrangement politique. On attend à ce que la délégation du Hamas et du djihad islamique en provenance de la bande de Gaza arrive au Caire. Les membres de cette délégation demandent des garanties internationales pour que l'armée israélienne ne les vise pas en sortant de la bande de Gaza direction Égypte. Mais cette fois-ci, le Hamas, on peut dire, a entendu ce que la rue gazaoui a demandé, et cette rue a demandé un calme. Cette rue a demandé un retour à la vie normale. Maintenant, côté israélien, tout le monde attend les commissions d'investigation, les commissions pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette guerre. Et côté gazaoui, on attend voir quelle va être la réaction de la population palestinienne sur ces destructions massives, énormes à la bande de Gaza. Quel impact ça va avoir sur le Hamas et le rôle que le Hamas pourra céder ou n'acceptera pas à céder à l'autorité palestinienne. L'autorité palestinienne, finalement, joue un rôle mineur dans cette délégation, beaucoup moins que prévu. Elle est à la tête de cette délégation et c'était une condition égyptienne, mais les Égyptiens comptent élargir cette condition à ce que l'adresse pour la communauté internationale, non pas seulement pour l'Égypte, à la bande de Gaza sera désormais l'autorité palestinienne et non pas le Hamas. L'autorité palestinienne sera présente sur les frontières avec l'Égypte. On va reparler des termes de cet accord dans un instant, Alice Boise. Sur la commission d'enquête après, je pense que la seule même pas une commission d'enquête parce qu'on savait très bien les tunnels. Je pense que l'ampleur des tunnels était peut-être la grande surprise de ce conflit. Pour moi, il y a deux surprises. Il y a peut-être trois. La première, bien sûr, c'est cette ampleur des tunnels parce qu'on savait très bien, on a vu déjà des articles et puis le Conseil d'État israélien avait parlé de ça en 2006, 2007, avait averti, c'est-à-dire on savait très bien, mais pas à ce point. Deuxième surprise, parce que sur le champ de bataille et sur l'opinion publique mondiale et sur la réaction du monde, tout était prévisible de A à Z. Deuxième surprise, c'est justement le consensus de la population israélienne et justement l'armée israélienne, ce qu'on lui a demandé de faire, elle a fait. Donc sur le combat lui-même, aucune commission d'enquête. Au contraire, on a découvert, et je pense que le Hamas aussi a vu, quelle génération militaire on a qui nous surpasse, qui nous surclasse de beaucoup, et bien sûr le franc. Et peut-être aussi la grande surprise que nous avons, c'est, souvenez-vous, le printemps arabe, la grande inquiétude, le monde arabe qu'on est en train de perdre, les foules s'enfolent, etc., etc. Et puis nous voilà retrouvés l'Égypte. Donc finalement, Hamas qui débute ce conflit avec des tunnels, avec un soi-disant je vais reconstruire ou je vais faire Gaza prospérer, et bien sûr l'Égypte peut-être à mes côtés, et bien il se retrouve zéro tunnel, j'espère enfin, si, du côté complètement d'Israël. Et puis les Gazaouis ici sont un peu logiques, ils regardent un petit peu ce que où le Hamas les a amenés. Alors, vous êtes dans le bilan du post-conflit, mais essayons de réfléchir à ce qui s'est passé ces derniers 2-3 jours pour comprendre comment on est arrivé là. Binyamin Netanyahou, depuis vendredi, et ce nouveau cessez-le-feu rompu, n'a cessé de parler avec des messages forts, dissuasifs, en disant nous allons continuer à frapper fort jusqu'à réinstauration du calme complet, une position d'unilatéralisme total israélien. Est-ce qu'on peut imaginer que c'était une stratégie orchestrée peut-être avec Washington et avec le Caire et Binyamin Netanyahou qui savait déjà que cet accord était en train de se mettre en place? Je vais vous dire quelque chose. D'abord, Ali a raison. Du côté de Hamas, maintenant on explique justement, et on a évoqué, je voyais ça hier encore dans leur déclaration, qu'à 4 ou 5 reprises, Netanyahou appelle Kerry, cessez le feu, Israël le trouillard. Mais souvenez-vous, ici aussi sur votre plateau, quand on débattait, on m'expliquait justement qu'Israël ne voulait pas cesser le feu et que c'était une tactique. Alors il faut que Hamas on voit un petit peu le côté un peu ridicule dans leur déclaration. Est-ce qu'il y a une stratégie quand même israélienne la dans ce discours dissuasif depuis 3 jours? Netanyahou ne voulait pas plus. Netanyahou aussi, pour lui, rentrer dans les villes aussi était jouer le jeu. Et là, je vais justement citer un de mes confrères d'un journal concurrent de Yediot Ahronot, Alex Fishman, pour qui j'ai beaucoup de respect. Et il écrit justement encore une surprise, mais là sur le front militaire, c'est que Hamas était préparé justement à ce que Israël rentre un peu dans les villes. Là, ils étaient là. Après, et Israël les a étonnés justement en restant au point où on peut détruire les tunnels et on ne pas aller, parce que là, on aurait eu des centaines de morts. Déséquilibré même, voire. Bien sûr. Le Hamas a été déstabilisé. Oui, voilà. Le Hamas, les plans militaires de Hamas, c'était d'attirer l'armée israélienne aux profondeurs de la bande de Gaza, et ça, ce que l'armée israélienne a évité. Maintenant, Barbara, je suis d'accord avec Boaz que aussi le Hamas, il donne une interprétation un peu partisane pour cette trêve, pour servir ses buts politiques, mais je ne veux pas dire ça ce matin, mais je le dirai quand même. Si on parle de force de dissuasion,
Elle n'a pas été achevée. S'il y a une chose qui n'a pas été achevée dans cette opération, c'est la force d'achever. La force de dissuasion, c'était le thème qu'on a entendu en 2007, en 2008-9 et en 2011. Et on a vu que les périodes de trêve, les périodes de calme ont été par contre raccourcies entre un conflit et un autre. Je suis d'accord. Maintenant, ce qui est différent, Barbara, c'est qu'il y a une enveloppe politique qui diffère des fois précédentes. Il y a un contexte régional. Et il ne faut pas sous-estimer. M. Netanyahou, dans ses propos, il n'a pas mentionné le mot Arabie Saoudite. Oui. Mais il y a un axe anti-frères musulmans, voire anti-islam politique, qui s'est construit. Il a parlé d'alliance régionale nouvelle. Oui, voilà. Entre l'Égypte, l'Arabie Saoudite et certains pays du Golfe et Israël. Et c'est le facteur qu'il ne faut pas sous-estimer. Maintenant, est-ce qu'Israël va en profiter de ce changement en contribuant à la reconstruction de la bande de Gaza, à ce qu'un Gazaoui qui sera offert $1000 par le Hamas n'acceptera pas. C'est pour ça qu'il fallait écarter le Hamas et qu'il fallait que les Arabes israéliens et que le Abu Mazen comprennent que c'est le même combat, justement, afin de reconstruire Gaza. Parce alors je vous arrête là, parce que toute la question, évidemment, maintenant, si cette force de dissuasion n'a pas été rétablie, est de savoir quel acquis politique les deux parties vont obtenir au Caire. On le sait, l'exigence principale des Palestiniens, c'est la levée du blocus. Cyril, vous nous remettez les idées en place. Oui, en fait, c'est pas moi, c'est Shlomi Eldar qui a attiré mon attention. Shlomi Eldar, c'est un journaliste israélien parfaitement arabophone qui a écrit plusieurs ouvrages sur le Hamas et qui publie donc cette semaine une tribune dans le site d'information Al Monitor. Donc c'est un site d'information sur le Proche-Orient. Alors que nous dit-il, Shlomi Eldar? Eh bien, il nous dit tout simplement que toutes les confrontations armées entre Israël et le Hamas depuis des années tournent autour de la question du blocus. Ça a été dit dans l'enregistrement sonore de Mohamed Def, le chef de la branche militaire du Hamas, qui a conditionné, on s'en souvient la semaine dernière, dont tout cessez-le-feu avec Israël à la levée du blocus. Alors ce blocus qui a été imposé, pour rappel, le 15 juin 2007, au lendemain de la prise de Gaza par le Hamas, une décision qui a été prise, on s'en souvient, par le Premier ministre de l'époque, c'était Ehud Olmert, et qui, selon Shlomi Eldar, aurait pris une décision, mais une décision simplement tactique, une décision ad hoc même. Un Premier ministre, nous dit Eldar, qui était en pleine lutte pour sa survie politique, rappelons-nous du contexte. On est en 2007, la commission Vinograd, qui est chargée d'enquêter sur les dysfonctionnements de la Seconde Guerre du Liban, a publié son premier rapport intérimaire. Ehud Olmert est mal en point politiquement. Il prend cette décision d'imposer le blocus, alors pas pour des raisons purement politiciennes, mais en tout cas une décision qu'il considère comme purement tactique, une décision ad hoc, une décision prise à la va-vite, selon Shlomi Eldar, à la veille d'un déplacement aux États-Unis d'ailleurs, et sans doute pour mieux attendre, nous dit Eldar, de mieux cerner le nouveau patron dans la bande de Gaza. Attendons pour voir, on va imposer un blocus, on va attendre de voir qui est le nouveau patron dans la bande de Gaza, qui est cette créature que l'on appelle Hamas, avec lequel on n'a pas l'habitude de dealer, de faire face, de négocier. Shlomi Eldar nous parle même d'une interview à la radio publique du ministre des Infrastructures de l'époque, c'était le travailliste Ben Eliezer, et qui va affirmer qu'il n'y aurait aucune livraison de marchandises avant de mieux comprendre quelle était la situation donc, dans la bande de Gaza. On en est toujours là. Voilà. Alors ce que nous dit Eldar, c'est que les gouvernements qui ont suivi, le gouvernement Olmert, donc les gouvernements Netanyahou, n'ont jamais tenu de réelles consultations stratégiques sur la question du blocus. C'est un peu comme si cette décision qui était une décision ad hoc était devenue finalement une politique stratégique de l'État d'Israël, et c'est ce que regrette Shlomi Eldar, qui fustige un peu cet axiome de base, cette doctrine israélienne, ce paradigme israélien, là, le blocus qui était censé faire une pression économique sur la bande de Gaza. Pourquoi ? Eh bien pour que les Gazaouis se rebellent et que le Hamas, incapable de gouverner, eh bien renonce au pouvoir, un concept qui avait été évidemment approuvé par Mahmoud Abbas et par son entourage à Ramallah, qui, on s'en souvient, s'était fait mettre dehors manu militari par les miliciens du Hamas. Alors au sein de la branche politique du Hamas, on n'a jamais réussi à desserrer l'étau, justement à lever ce blocus, si bien que ça a donné le vent en poupe à la branche militaire du Hamas. Comme la branche politique n'y parvenait pas, c'est la branche militaire qui a décidé de prendre les choses en main et roquettes à coups de roquettes, d'obus de mortier, a tenté de faire lever le blocus. Aujourd'hui, après un mois d'opération bordure protectrice, force est de constater qu'ils n'y sont pas arrivés. Donc Shlomi Eldar nous dit que tout le monde a échoué en quelque sorte. Israël aussi a échoué dans son concept, puisque ce concept est avéré erroné. Le blocus n'a pas conduit à l'effet escompté, à savoir au renversement du Hamas. Au contraire, il n'a fait que le renforcer. Et c'est en raison même de ce processus que le Hamas s'est lancé dans cette nouvelle aventure des tunnels. Donc ce que propose Shlomi Eldar, c'est d'envisager la levée progressive et négociée des
des points de passage et du blocus. C'est que comme ça, nous dit Shlomi Eldar, que la motivation du Hamas diminuera. Est-ce qu'Israël pourrait accepter, sinon de lever totalement ce blocus, au moins de l'alléger? Est-ce qu'il est temps, 7 ans plus tard, de revoir cette stratégie, d'y penser sur le fond? Bon, très intéressant, hein. J'apprécie beaucoup et j'aime beaucoup Shlomi Eldar, par ailleurs qui a beaucoup surpris les journalistes parce que pendant les conflits précédents, il était plutôt modéré et là de Washington, quand on l'entendait au téléphone, beaucoup plus, et vous avez entendu la teneur de ses propos, pour lui il fallait justement pour un bon avenir, parce qu'il faut dire tout son analyse, pour un bon avenir pour Gaza, justement il ne faut plus que Hamas soit en place et ces différences entre branche militaire et branche politique, il a fait beaucoup moins parce que pour lui, même la branche politique, ce ne sont pas des anges, tout le contraire. Maintenant, pour revenir à votre question. Écoutez, il faut savoir une chose, on se souvient très bien, avant président Sisi, nous avions un certain Morsi. Et Morsi était 13 mois, juin à juillet de l'année d'après. Et heureusement, les Égyptiens étaient assez intelligents avec leur armée. Juin encore mieux. Si c'était juin, juillet de la même année, ça serait l'idéal. Mais ce juin a quand même permis à la bande de Gaza, vous avez vu, c'est-à-dire une petite ouverture, regardez ce qu'on a fait. Ça veut dire que ce n'était pas pour la population. Et justement, ce 3-4 semaines que nous venons de voir, nous voyons le souci que Hamas a pour sa population. C'est-à-dire que s'il y a cette ouverture, franchement, quand on aura une liste maintenant, et je le disais encore ce matin à la deuxième chaîne, quoi, ça sera... Alors maintenant, bien sûr, il faut penser à la population. Alors on va amener des pâtes, 1 tonne de pâtes au ciment, bien sûr. On va pêcher des poissons au ciment. Tout est pour leur but à eux. Maintenant, pour la population elle-même, comme la guerre, et Israël doit quand même être cohérente, comme la guerre, elle n'est pas contre le peuple de Gaza et contre Hamas. Et comme justement, tôt ou tard, il faut espérer qu'enfin, il y aura cette ouverture entre nous deux. Et par ailleurs, on va rappeler que pas très loin d'ici, on se souvient très bien à la Jaffa, les personnes de Gaza qui venaient pour travailler et on allait, Ali et moi, à l'école et on le voyait et on rigolait avec. C'est pas un leurre, c'est pas quelque chose d'un autre monde. Nous avons grandi avec ça, avec ces images. Donc si on l'a connu, ça peut se reproduire. Et pour cela, bien sûr que Hamas, moi j'aurais préféré Hamas inexistant, mais Hamas très très faible, grâce aux Palestiniens de Ramallah, grâce à l'Égypte, grâce à l'Arabie Saoudite, grâce à tout ce que vous voulez, là effectivement, Israël pourra bien sûr allégé parce que c'est le souhait et ça serait tant mieux pour les Palestiniens. Écoutez, il faut être honnête. Si vous êtes aujourd'hui une personne de Gaza et vous êtes, je sais pas, vous êtes instituteur ou vous voulez tout juste aller avec votre fille à Paris, quand vous allez à Rafah, je pense que c'est un vrai calvaire. Il faut quand même être honnête. Pour ces personnes-là, bien sûr qu'il faut alléger, c'est tout à fait normal. Comment le Hamas envisage cette levée du blocus? Il attend quoi et de qui? La grande question, c'est quel va être le sort des armes du Hamas? Parce que hier, le Hamas a dit qu'en aucun cas, sa branche armée ne sera démilitarisée. Et il faut voir quelle va être l'attitude et de l'Égypte et de l'autorité palestinienne, bien sûr, avec un œil très ouvert côté israélien. S'il y a un vrai processus de reconstruction de la bande de Gaza, accompagné d'un processus politique qui donnera un horizon politique aux gens de la bande de Gaza, Barbara, on parle de ces tunnels. Vous savez, les gens qui étaient sous blocus recevaient une somme d'argent de la part de Hamas pour permettre à l'organisation islamique de creuser des tunnels en dessous de leur... dans leur salon. Tout un business. Non, mais c'était tout un business. C'est ça. Des gens qui travaillaient aussi là-bas. Maintenant. Tout un business. Et les gens acceptaient parfois parce qu'ils n'avaient pas de choix. Ils étaient forcés, ils étaient obligés à faire ça. Et parfois parce qu'ils avaient besoin de cet argent. Maintenant, s'il y a une alternative, et si Boaz le dit, il y a des chantiers de reconstruction à la bande de Gaza. Les frontières sont ouvertes. Je ne vois pas les milliers de Gazaouis revenir travailler en Israël. Boaz. Bien sûr, pas tout de suite, évidemment. Mais si les frontières avec l'Égypte sont ouvertes et les gens pourraient sortir et l'investissement vont commencer à rentrer à la bande de Gaza, on pourra voir un affaiblissement politique du Hamas, pas sous forme d'un soulèvement de la population, parce que je ne vois pas ça arriver, mais sous forme de l'absence de ce soutien qui était donné au Hamas par la population, la population, même ceux qui n'étaient pas d'accord avec le Hamas, acceptaient la demande de Hamas que cette guerre devra déboucher à la levée du blocus. Et Shlomi Eldar, ce qu'il a dit, une levée négociée. Et vous avez mentionné l'unilatéralisme, les actes unilatéraux, il faut faire fin. Tout le monde parle que 2005, Israël s'est retiré et là, les roquettes continuaient. Israël s'est unilatéralement
finalement retiré de la bande de Gaza. Aucun arrangement sécuritaire. C'était une aventure qui a causé la vie des centaines d'Israéliens et personne n'a payé le prix, alors qu'en 2005, c'était l'autorité palestinienne qui était à la bande de Gaza et non pas le Hamas. S'il y a, et on a vu ce matin aussi un retrait unilatéral de l'armée israélienne. Bon, dans ce contexte de ce matin, on ne pouvait pas imaginer une réciprocité ou des discussions entre Israël et l'autorité palestinienne, parce que ça devait être une discussion négociation avec le Hamas, et ça, ce que le gouvernement israélien refuse. Mais il faut comprendre que dans le côté palestinien, il y a une direction que Boaz peut-être sous-estime, mais une direction qui est prête à prendre la bande de Gaza à une nouvelle vie. Peut-être ça ne va pas être... Au contraire, non seulement je ne sous-estime pas, mais je le dis de chaque fois que Barbara a la gentillesse de m'inviter, que justement pour moi l'espoir, je le dis tellement de fois, pour moi l'espoir justement c'est la population palestinienne, je n'ai rien contre elle. Et juste une chose, au contraire mon cher Ali, moi je suis très très inquiet ce matin, un de nous deux a fait un grand effort vers l'autre parce qu'on est très d'accord aujourd'hui, y compris sur les désengagements en 2005, parce qu'à l'époque en 2005, quand on osait dire que c'était quelque chose de mauvais, et souvenez-vous il y avait les t-shirts bleus, les t-shirts oranges, et si on n'était pas supporter des Pays-Bas comme moi et on mettait le t-shirt orange, on nous prenait pour un va-t-en-guerre. Et aujourd'hui tout le monde voit que finalement, comme vous dites, et je suis entièrement d'accord, comme tu le dis, je suis entièrement d'accord, l'unilatéralisme dans cette région, et ben, c'est pas le best deal in town. Pour vous, la solution, c'est qu'Israël veille, même dans Gaza, à protéger ses intérêts? Écoutez, je vais vous dire une chose. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Moi, je suis de ceux qui disent, et je suis assez cohérent. Le désengagement était une erreur dans le sens où finalement, c'est-à-dire si on avait misé sur les Palestiniens comme partenaires, et il fallait, je me souviens, il parlait justement avant que Olmert avait pris à la va-vite cette décision du blocus. Souvenez-vous, Sharon, le contexte de 2005, le contexte du désengagement, on a oublié l'île grecque, etc., et les affaires. Donc finalement, ça aussi, c'était une décision exactement le contraire de la conception d'Ariel Sharon lui-même. Donc moi, aujourd'hui, j'ai entendu aussi dans plusieurs débats, heureusement qu'on n'avait pas une population là-bas, elle aurait été, au contraire, on aurait eu l'armée de l'axe Philadelphie. Donc je pense que c'était une grave erreur. Aujourd'hui, Israël le comprend. Toujours est-il que, et là, tout le monde va être d'accord, y compris vous, je pense, Barbara, une chose est certaine, si finalement, par la guerre, et ça nous donne à réfléchir ces 4 semaines aussi, on a un peu plus d'expérience, si justement, par la terreur, je lisais ce matin Libération, vous avez peut-être lu le correspondant qui est sur place, et qui dit qu'au contraire, après 4 semaines, la population est encore plus derrière le Hamas. Je lisais ça encore ce matin avant de venir. Donc finalement, peut-être, comme Ali le dit, peut-être, et j'espère, peut-être, justement, avec un peu plus d'ouverture, peut-être, avec un peu plus de prospérité, peut-être là, Abou Mazen et ces personnes, ou quelqu'un d'autre, mais une force positive et pas négative. C'est le berceau de l'idée des frères musulmans en Palestine. De terrorisme et de haine. Dans le territoire. Alors, on le voit, tout cela est très compliqué à installer. Pour le moment, on est d'un côté comme de l'autre dans des demandes plutôt pragmatiques avant qu'une solution politique ne puisse voir le jour. Côté israélien, vous le savez, les garanties exigées sont avant tout sécuritaires, objectif paré sur le long terme aux menaces des missiles, mais également de ces fameux tunnels dont on a tellement parlé depuis un mois. Reportage dans l'un d'entre eux, c'est signé Maël Benoliel. Il va arriver, ce reportage, dans les tunnels, dans ces garanties sécuritaires qu'Israël va exiger. Est-ce qu'il pourra... Alors, on va le regarder et on en reparle juste après. C'est par un tunnel comme celui-ci que le Hamas s'est infiltré en Israël à plusieurs reprises ces dernières semaines afin de commettre des attentats terroristes contre des civils et des militaires israéliens. Cet officier de Tsahal nous emmène au plus profond d'un tunnel de la terreur du Hamas. Le but de ce tunnel est de permettre l'infiltration de plusieurs terroristes en Israël afin de tuer, voire de kidnapper des civils et des soldats israéliens. Il y a encore quelques jours de ça, des attaques terroristes ont eu lieu à cause de tunnels comme celui-là. Un attentat comme celui-là, filmé par les terroristes en personne lors d'une infiltration vers une position de Tsahal et qui a coûté la vie à 5 soldats israéliens. Un tunnel long de 3 km, une entrée depuis une maison palestinienne de Khan Younes, une sortie très proche du kibboutz de En Hashlosha, en territoire israélien. Situé à plus de 17 mètres sous terre, ce tunnel est équipé en électricité et possède même un réseau téléphonique. On y circule aisément debout, le sol et les parois sont en béton. Un béton produit ni plus ni moins à l'aide de ciment issu d'Israël et destiné au départ à la construction civile dans la bande de Gaza.
Ce ciment qui est utilisé ici a été fourni par Israël vers la bande de Gaza. Nous avons trouvé à l'intérieur du tunnel des sacs de ciment où il est écrit en hébreu le nom de la compagnie israélienne qui produit ce matériau. On sait que ce ciment est israélien et utilisé pour construire un tunnel terroriste contre Israël. À l'évidence, ce type de construction requiert une organisation méthodique et représente un investissement qui s'élèverait à plusieurs centaines de milliers d'euros par tunnel. Une somme qui aurait pu profiter aux habitants de la bande de Gaza si le Hamas n'en avait pas décidé autrement. Des tunnels comme celui-ci, l'armée israélienne en a découvert plusieurs dizaines depuis le début de l'opération Bordure Protectrice. Tout au long de cette opération militaire, Tsahal s'est attelé à les détruire en renfort d'explosifs et ainsi faire en sorte de mettre fin à la menace d'infiltration terroriste en territoire israélien. Alors je vous repose cette question. Pour obtenir ces garanties sécuritaires qu'il souhaite, Israël ne pourra compter que sur lui-même. Votre correspondant est sorti du tunnel. Tout va bien. Voilà, tout va bien, rassurez-moi. Non, alors justement, qu'il n'y ait pas de tel tunnel, que votre correspondant ne puisse pas rentrer, tunnel qui il peut aller à Paris si vous voulez dans le métro. Mais pour être sérieux, je pense que la première revendication, la première exigence est quand même pas réaliste. Et je pense que là aussi, Ali, on va être d'accord. Justement, c'est là le mot très compliqué en français, mais pour toi aussi, Ali, démilitarisation de la bande de Gaza. Je pense que ça, c'est quelque chose. On peut l'exiger bien sûr, mais je pense que les Israéliens soient assez réalistes. Encore une fois, comme je vous ai dit, c'est pas des F-16 et des tanks que vous avez là-bas, c'est des productions maison. Et je pense que avec tout l'espoir que nous avons d'avoir détruit tous les tunnels, le Gaza souterrain existe encore. Et je pense que là-bas justement, on pourra encore fabriquer. Mais pour d'autres choses, c'est-à-dire pour peut-être avoir beaucoup plus de beaucoup plus de contrôle, même si les passages vont être ouverts, quand même avoir une inspection, c'est des exigences beaucoup plus réalistes vont être quand même écoutées, mais garantir aux Israéliens, et c'est ça peut-être un peu comment dire, pas la colère, mais la frustration. La frustration, voilà, que vous pouvez sentir de partout quand vous sortez dans la rue israélienne, c'est que finalement, on finit justement ce round en sachant très bien que même ces discussions au Caire vont bien se passer, le prochain round est déjà signé. Et ça, c'est la question, Baba. Moi, ce qui m'intéresse plus que l'axe israélien-palestinien, c'est l'axe interpalestinien, la place du Hamas par rapport à la place de l'autorité palestinienne. Est-ce que l'autorité palestinienne sera capable de démilitariser le Hamas? Ce qui est sûr, c'est que les armes du Hamas qui ont été consensuelles auprès de la population palestinienne, auprès de la société palestinienne, sont désormais un thème qui est en pleine discussion. Voilà, et l'avenir nous le dira. Vous restez avec nous. On se retrouve juste après un nouveau journal. כשהתגייס ביקש מלאה אמו ללמד אותו תפירה ורקם בעצמו על רצועת הנשק את המילים עוז וענווה. احنا بندفع ضريبة القدس، هاي شبابنا، هاي عنواننا. Merci d'être avec nous sur i24 News. Un cessez-le-feu de 72 heures est donc entré en vigueur entre Gaza et Israël. Reste à voir comment les négociations vont se poursuivre et on va tenter de décrypter cette situation en s'inspirant d'un autre événement. Il y a 8 ans exactement, éclatait la seconde guerre du Liban en plein été. Comme cette année, le Hezbollah décide d'enlever 2 soldats israéliens. Tsahal riposte et une guerre d'1 mois, là aussi, est engagée. Le prix en vie humaine de cet été 2006 sera lourd. Retour sur ce conflit à travers 5 images. C'est signé Tammy Harel. On va en reparler juste après. 12 juillet 2006, à 9h30, les forces du Hezbollah lancent des dizaines de roquettes sur les villes du nord d'Israël. En même temps, le Hezbollah attaque le périmètre de sécurité tout près de la frontière avec Israël, ici, dans le village de Zarit, et y attaque 2 véhicules de Tsahal où se trouvaient Eldad Regev et Ehud Golvasser, qui étaient à un jour de terminer leur réserve militaire.
Ces derniers ont été blessés et kidnappés. Pendant les premiers jours de la guerre, les cibles principales des attaques aériennes de Tsahal se sont concentrées dans la région de Beyrouth, et ce, avec le soutien de la communauté internationale. La réponse du Hezbollah est forte. La portée de leur missile Katyusha s'est étendue. Il existe désormais un risque que celle-ci touche des villes comme Haïfa, Tibériade, Afula et Hedera, qui n'avaient jamais été touchées auparavant. 1 million de résidents de l'État d'Israël, cible potentielle de missiles du Hezbollah. La seconde guerre du Liban fait d'Israël un territoire où les menaces peuvent surgir de tous les fronts. 3 969 roquettes Katyusha sont tirées sur Israël, causant d'immenses dommages matériaux et humains. 44 civils sont tués et des centaines de milliers d'hectares de forêt en feu. Des centaines de milliers d'Israéliens courent aux abris, mais la situation n'a pas été anticipée. Les infrastructures manquent. Le quartier de Daïya, à Beyrouth, le bastion du Hezbollah, est dévasté et devient aux yeux du peuple libanais le symbole de l'agression israélienne. 8 ans plus tard, les images de la guerre restent dans la mémoire collective israélienne et libanaise, comme le rappel du prix terrible à payer pour une guerre, même justifiée. Est-ce qu'il y a, messieurs, un parallèle à tirer entre cette guerre de l'été 2006 et cette guerre de l'été 2014 ? Bon, je pense que l'enlèvement, on a oublié que cette guerre a commencé par l'enlèvement de 3 jeunes Israéliens en juin dans la région de Gush Etzion, Hébron. Et c'était la source de cette guerre aussi qu'on vient de voir au Liban. Mais après, personne n'a mentionné l'enlèvement. L'enlèvement, il paraît, était le prétexte pour les deux côtés, Israël et le Hamas. En Israël, on parlait tout le temps des tunnels et des roquettes du Hamas. Donc, il y avait un moment où l'armée israélienne devrait intervenir pour donner une réponse à ce menace du Hamas. De l'autre côté, le Hamas, pour des raisons internes, les salaires, l'équilibre de force avec l'autorité palestinienne et surtout la volonté de mettre sur la table cette histoire, cette question du blocus, avait intérêt à se rendre pour bouleverser l'écart dans l'espoir de sortir de son isolement. Et le Hezbollah qui était en pleine crise interne face à l'opposition anti-syrienne au Liban, qui voulait mettre de côté les discussions internes, les divisions internes pour dire on a un ennemi commun, c'est Israël et c'est l'occupation israélienne. D'ailleurs, la question, est-ce qu'on verra dans le scénario gazaoui ou sur la piste, sur la scène gazaoui, ce qu'on voit maintenant, que le Hezbollah, politiquement, au moins politiquement, n'a pas réussi son pari de faire mettre au devant de la scène la question avec le conflit israélien-arabe. Est-ce que le Hamas, cette fois-ci, va réussir de dire on doit garder les armes parce que l'occupation se maintient, parce que Israël maintient le blocus. Au Liban, il y a une discussion très dure sur les armes du Hezbollah et l'impact de ces armes sur l'avenir du Hezbollah, sur la reconstruction libanaise, sur l'unité libanaise. Alors, vous posez aussi la question à moi. Allez-y, bien sûr. Donc, grosse ressemblance pour moi. Je vous explique. D'abord, l'ennemi lui-même. Alors, Liban, vous avez Hezbollah, groupe terroriste, c'est pas un État. Hamas à Gaza, exactement pareil. Bon, bien que un soit sunnite, l'autre chiite. Et là, ça me vient à la tête que j'espère, comme la guerre du Liban a duré 34 jours, et là, on est au 29e jour, j'espère que cette compétition sunnite-chiite ne va pas faire en sorte que Hamas voudra étendre ça encore 5 jours et dire, voilà, on a fait mieux. Encore une chose, c'est un parallèle, bien sûr, l'idéologie de ces deux groupes. Tous les deux, c'est pas du tout bien sûr, l'ouverture là, des frontières ou allègement du blocus, et l'autre, justement, la protection du Liban, si vous voulez. Les deux, c'est quand même voir la destruction d'Israël, et les deux, des très bons outils, comme même de l'Iran. Dans les deux, en concernant la guerre elle-même, dans les deux côtés, bien sûr, on a vu malheureusement beaucoup de dégâts collatéraux. On a vu beaucoup des populations civiles qui ont été touchées. On a vu là Dakhia, là c'est Sajaïa et bien sûr Rafir. Donc bien sûr, les populations ont payé le prix parce qu'exactement comme Hamas aujourd'hui, Hezbollah hier aussi, utilise leur population comme bouclier humain. C'est pas moi qui le dis, c'est les correspondants étrangers qui sont sur place. Peut-être encore juste une chose, mais là, au Liban, souvenez-vous, pendant la guerre, gros consensus, les sondages étaient très favorables à Olmert. Et puis après, il est très critiqué
Mais finalement, aujourd'hui, encore une fois, on dit que cette guerre était bonne. La preuve, la dissuasion avec le Hezbollah, leur chef vit depuis dans son bunker, dans ses tunnels. Et finalement, on a vu qu'ils ne se sont pas réjouis. Alors, je sais qu'Ali va me dire, ils sont occupés en Syrie, mais quand même, avant 2011, ils avaient quand même le temps de le faire. Hamas, tout reste à prouver. Il faut voir justement maintenant et essayer de voir si, comme en 2006, là aussi, la dissuasion va fonctionner. Alors, en tout cas, 8 ans plus tard, la situation du Hezbollah est bel et bien différente qu'à cet été 2006. Et il s'est tenu cette fois, Betsabé, complètement à l'écart de ce conflit avec Gaza. Alors l'écart, on rappelle bien sûr les tensions entre le Hamas et cet axe entre l'Iran, la Syrie et le Hezbollah au Liban. Néanmoins, cet écart est à modérer. Je vous rappelle par exemple que fin juillet, lors de la journée de Jérusalem, Hassan Nasrallah appelait les gouvernements arabes et islamiques, je cite, à apporter leur soutien politique, moral, médiatique et en matière d'armement, chacun selon ses capacités. Alors en matière d'armement, le Hezbollah a donc clairement appelé les pays arabes et musulmans à armer le Hamas. Le Hezbollah lui-même se dit prêt à soutenir le Hamas. Nous vous offrirons sans compter toute forme de soutien dans la limite de notre capacité. Ce soutien enthousiaste dépend donc de ces capacités qui sont clairement empêtrées dans les combats, notamment en Syrie. Le Hezbollah y combat aux côtés des forces donc de Bachar el-Assad. Et même si la fameuse région du Kalamoun, où les combats sont acharnés, a été reprise par le Hezbollah et les forces d'Assad en avril, les combats acharnés continuent et il y a là-bas régulièrement des attaques très violentes. Voilà. Juste un mot, moi j'aurais écrit le discours, j'aurais dit en fonction de à la limite de nos capacités limitées. Juste comme ça, mais pour l'instant, parce que ça peut changer. Voilà, c'est tout. On parle du Hezbollah en Irak aussi. En Irak aussi. Alors, Ibrahim Abdallah, de son nom de guerre, Abu Mohamed Sleiman, était un spécialiste de la formation du Hezbollah. Donc, il aurait été tué au combat. Pas en Syrie, mais à Mossoul, donc en Irak. Il semblerait donc que des combattants du mouvement chiite libanais qui se battaient déjà en Syrie, soient aussi engagés contre les milices sunnites de l'État islamique, donc sur le front irakien. D'ailleurs, le Hezbollah indique que Abu Mohamed Sleiman est mort en accomplissant, je cite, son devoir de djihad, une formule généralement utilisée pour les combattants du Hezbollah en Syrie. Alors, selon des sources, sa mission consistait à former donc des combattants là-bas, et selon des sources bien informées à Beyrouth, le Hezbollah aurait même envoyé en Irak des dizaines de conseillers militaires pour encadrer et organiser les milices chiites sur place. Le Hezbollah qui n'envoie pas des troupes, ce n'est pas un manque d'envie, je pense, mais plutôt que ça impliquerait que le Hezbollah se dégarnisse à la frontière avec Israël, ce dont il n'a pas forcément envie. Et puis on rappelle, milice en Irak, c'est le Hezbollah irakien, le nom officiel de cette milice, c'est le Hezbollah irakien. Et on n'oublie pas qu'au Liban, à l'intérieur, la situation est extrêmement délicate. Et au Liban même, probablement un paramètre qui fait que le Hezbollah ne peut pas vraiment venir au secours aussi du Hamas, c'est que dans la région nord-est du Liban, donc plus particulièrement la Bekaa, et près d'Ersal, l'armée libanaise doit faire face aux islamistes d'Al-Nosra. 16 soldats libanais ont été tués lundi dernier. Alors, il faut savoir que l'armée a envoyé beaucoup de renforts, que le ministre de la Défense libanais a dit que contrairement aux rumeurs, les milices du Hezbollah ne sont pas présentes dans cette région. Ça n'empêche pas, quoi qu'il en soit, qu'en tout cas, le Hezbollah est accusé par les Libanais d'avoir importé ce terrorisme syrien. Alors Ali, pour qu'on comprenne bien ce qui se passe au Liban, la poursuite de ce conflit syrien qui est en train vraiment de s'inviter au Liban, à cette zone frontalière, avec des combats acharnés depuis 48 heures. On l'a dit, des forces libanaises tuées qui combattent Al-Nosra et l'État islamique qui veut quoi? Étendre son califat islamique au Liban? Il veut étendre, tactiquement, ils veulent apporter cette guerre au Liban pour créer un autre front qui pourra attirer les combattants du Hezbollah de la Syrie au Liban. Mais 2 points avant, si vous permettez, Barbara. Il y a un rapprochement entre le Hamas et le Hezbollah suite à cette guerre à Gaza. Le Khamenei, le guide spirituel de la République islamique en Iran, a appelé à ouvrir une nouvelle page avec la résistance
pense à la bande de Gaza. Est-ce que cette nouvelle phase va vraiment apporter une autre casse-tête pour l'autorité palestinienne, pour Israël et pour les pays modérés de la région? Et deux, il faut voir ce qui se passe au Liban. Ce qui se passe au Liban donne peut-être une autre perspective que pour le moment, c'est une petite minorité des gens qui se mêlent dans le djihadisme est une menace pour Israël, pour les pays modérés, mais pour les chiites. Et les chiites, c'est le Hezbollah, c'est la Syrie. Est-ce qu'il y a un scénario dans lequel on verra un jour, et un jour je crains qu'il ne va pas être loin, Israël, la Syrie, le Hezbollah dans le même camp face au djihadisme que représentent l'Al-Qaïda et les groupes affiliés? Je sais que dans certains services de renseignement arabes, ce scénario est sur la table, est discuté pour voir quelles sont les permutations possibles dans la région si jamais ce djihadisme continue à s'élargir, parce que personne n'a attendu. Je tiens à te rassurer, mon cher Ali, bien qu'il y ait cette tension et cette haine, et qui est ce regain maintenant qu'on voit de violence entre Sunna et Shia, quand même, il y a des limites au rapprochement qu'on peut faire avec Israël de la part des Syriens et des Saoudiens et de tout ce que je vous donne la parole. Dans un instant, nous sommes en ligne avec Yves Mamou. Yves Mamou, qui est journaliste, auteur de Hezbollah, dernier acte aux éditions Plein Jour. Alors d'abord un mot sur ce qu'on vient d'entendre, cette alliance entre Israël et le Hezbollah pour contrer ce djihadisme sunnite. Vous y croyez en tant que spécialiste du Hezbollah? Écoutez, je n'y crois pas du tout. Pour une raison simple, c'est que pour tous ces acteurs du Moyen-Orient, qu'ils soient sunnites ou chiites, Israël est une boule de billard. Ils s'en servent entre eux pour promouvoir leurs ambitions hégémoniques. Le but des sunnites comme des chiites, le but de l'Iran comme de l'Arabie saoudite, c'est d'avoir le leadership sur le monde musulman. Et Israël, c'est une boule de billard, parce que le premier qui réussira à porter un coup sérieux, voire fatal à ce pays, fera battre le cœur de tous les musulmans du Moyen-Orient et prendra son essor pour conquérir le monde musulman. C'est une bataille entre religieux musulmans, et Israël là-dedans n'est qu'une boule de billard qui circule. Donc quand le Hezbollah est depuis les origines, depuis 30 ans qu'il s'est construit, l'ambition du Hezbollah et de l'Iran derrière lui, c'est de porter un coup fatal à Israël pour unifier l'ensemble du monde musulman sous la bannière de l'ayatollah de Qom. Et évidemment, la grande peur des Saoudiens, qui eux sont les propriétaires des lieux saints, c'est qu'effectivement, les chiites réussissent dans cette entreprise de porter un coup fatal à Israël, parce qu'à ce moment-là, ce serait leur hégémonie sur les lieux saints et sur le monde sunnite qui serait menacée. Et on l'a vu en 2006 quand le Hezbollah a apparemment magnifiquement résisté à Tsahal. L'ensemble des boutiquiers du monde sunnite ou chiite du Moyen-Orient s'est dressé comme un seul homme dans un grand cri de ferveur envers Hassan Nasrallah et envers le Hezbollah. Et ce à quoi aspirent les djihadistes sunnites ou les djihadistes chiites, c'est à la répétition de ce mouvement. Alors donc, précisément Yves Mamou, le Hezbollah, on l'a dit, s'est tenu à l'écart cette fois du conflit à Gaza. Est-ce qu'il pourrait relancer les hostilités une fois sorti de ce bourbier syrien? Le problème, c'est qu'il n'est pas prêt d'en sortir, parce que la vraie confrontation aujourd'hui, elle a lieu en Syrie entre les deux blocs, sunnites et chiites, et qu'il ne semble pas que la force militaire du Hezbollah, quand elle se déploie en dehors de son terrain d'élection, qui est le terrain montagneux du sud Liban, ne fasse des merveilles. Et que c'est l'un des vrais problèmes aujourd'hui, c'est que l'armée islamique d'Irak et du Levant soit capable de tenir tête à la principale armée privée, si je puis dire, au Moyen-Orient, qui est le Hezbollah. Donc c'est très intéressant de voir que la vraie difficulté, la force du Hamas à Gaza, la force du Hezbollah au sud Liban, c'est quand ils se battent contre Israël, c'est que leur vrai souci, leur vraie stratégie, c'est d'attirer Israël sur leur terrain. Et une fois que l'armée israélienne se retrouve dans un terrain entièrement truffé de tunnels qui débouchent partout, avec des entrées et des sorties partout, là, le conflit devient extrêmement meurtrier en termes d'image et en termes de soldats pour l'armée israélienne. En revanche, quand le Hezbollah se déploie en Syrie sans tunnel et sans tout ce dispositif qui a été construit patiemment année après année, là, ils font jeu égal avec des milices terroristes sunnites proches d'Al-Qaïda,
Et à ce moment-là, leurs capacités militaires ne sont plus aussi flamboyantes que quand elles sont sur leur propre terrain au sud-Liban. Merci beaucoup, Yves Mamou, d'avoir été avec nous. Alors, il l'a dit, Yves Mamou, Israël reste l'ennemi ultime, que ce soit du Hezbollah ou du Hamas. Yves Mamou parle également de ces tunnels. Pour Israël, c'est assez évident. Le Hezbollah est en train de les construire à la frontière nord d'Israël. Il faut savoir une chose. D'abord, je partage entièrement l'analyse de M. Mamou, puisque 2 minutes avant, j'ai dit exactement pareil. Mais je pense que la menace du Hezbollah, pour moi, à mon sens, est beaucoup plus grande. Je pense qu'en 2006, tout Israël avait découvert avec stupéfaction le niveau même du combattant du Hezbollah, très très élevé, le niveau de soldat, c'est-à-dire son comportement comme militaire. On se souvient bien d'épisodes très très difficiles pour l'armée israélienne. Aussi une armée où on avait découvert un petit peu que notre armée était un peu de rouille dans notre armée, ce que cette fois-ci on l'a retrouvé à Gaza. Mais je veux dire une chose, si aujourd'hui on a parlé peut-être de façon un peu humoristique ou cynique d'un Hezbollah affaibli, vous savez que tout au Moyen-Orient est cyclique. Et pour moi, la menace du Hezbollah, pour moi, comme je vois, et leur menace du Nord est beaucoup plus importante que la menace du Sud. Le Hezbollah est affaibli à quel point, lui? Le Hezbollah il est affaibli, je ne sais pas à quel point, Barbara, mais le fait qu'il se trouve maintenant en Syrie, il se trouve en Irak, il se trouve dans des zones libanaises qui ne sont pas proches de la frontière avec Israël, signifie que le Hezbollah a dispersé ses forces, il s'est affaibli. Maintenant, l'acheminement des armes en provenance de l'Iran va continuer. La question, c'est quand est-ce que ce conflit en Irak, qui pour l'Iran est beaucoup plus stratégique même que le conflit avec Israël, va se terminer, et combien le Hezbollah sera investi encore en Irak. En Irak, Barbara, apparemment, c'est juste le début de toute une histoire qui va absorber le Hezbollah dans ce conflit. Et là, on peut dire que si jamais le Hezbollah sera mêlé dans la crise irakienne de la façon quantitativement parlé et qualitativement parlé, comme c'était le cas en Syrie, on pourra parler d'un Hezbollah beaucoup plus affaibli. Et justement, si le Hezbollah va commencer sa guerre contre les djihadistes en Syrie et en Irak, c'est peut-être l'occasion d'ici d'Israël de souhaiter bonne chance aux deux côtés. Un mot quand même de l'acheminement des armes et du réarmement du Hezbollah. Je ne serais pas cynique comme on a vu le Hamas, une crise interne au Hamas qui a débouché à une guerre contre Israël. Ouais. Un des sorts de ces mouvements, de leur crise interne, soit en Irak, soit en Syrie, c'est de prendre direction Israël, de lancer des roquettes contre Israël. Tout un conflit qui peut commencer, justement parce que le Hezbollah ou les autres veulent tirer l'attention de ce qui se passe en Syrie ou en Irak contre Israël. Voilà, Israël qui reste l'ennemi ultime, on l'a dit. Un mot quand même du réarmement du Hezbollah, parce que ça pourrait être un modèle aussi, si on fait le parallèle avec le réarmement du Hamas à Gaza. Cette résolution 1701 de l'ONU qui maintient le calme depuis 8 ans, elle porte ses fruits, même si tout le monde le sait, le Hezbollah se réarme. Bien sûr qu'il se réarme, parce que quand vous parlez d'armement, il faut aussi savoir quelle est la source, bien sûr, de l'armement. Et vous savez, juste sur ce même plateau, mais pas en français, justement en anglais, il y a quelques mois, souvenez-vous, on avait en mer trouvé arrêté ce bateau, ramené ici avec tout l'armement. Oui. Et je me souviens d'un des commentateurs du journal Haaretz avait parlé de ça de façon, lui, de son côté, de façon assez cynique, et minimiser l'importance. Justement, il faut savoir une chose, c'est que si on veut s'alimenter en armement, on peut le faire. Et vous montrer à quel point on est dans un piège. Regardez maintenant, on parle de Gaza. Retournons à Gaza maintenant. On parle bien sûr de zones de pêche. Vous savez qu'il faut donner beaucoup plus parce que les poissons sont beaucoup plus profonds. Mais vous laissez une plus grande zone de pêche et vous permettez à ces bateaux avec des armements d'approcher. Donc on est comme dans un piège. Voilà. Et tout cela devra être réglé un jour ou l'autre. Merci beaucoup. Compliqué, hein. Situation complexe, réalité complexe. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin. Merci Betsabé, on se quitte pour 2 petites minutes. Ne bougez pas. Vous êtes sur i24 News, c'est le morning. Merci d'être avec nous. Voici ce qu'il faut retenir de l'actualité après 29 jours de conflit. Un cessez-le-feu de 72 heures est entré en vigueur il y a 1h30 maintenant. Il a été accepté cette nuit par les deux parties sans conditions préalables.
Et c'est l'Égypte, sous parapluie américain, qui orchestre ces négociations indirectes au Caire. La délégation palestinienne poursuit ses entretiens entamés il y a 48 heures. Une délégation israélienne serait attendue prochainement. Objectif, un accord de cessez-le-feu à long terme. À la Maison-Blanche, on appelle les deux parties à respecter l'accord, mais pour Washington, la balle est bien dans le camp du Hamas. En parallèle, à noter que le président Obama a signé cette nuit l'octroi de 225 millions de dollars supplémentaires pour le système de défense israélien d'hommes de fer. Et puis sur le terrain, notez que l'armée israélienne a annoncé et entamé le retrait total de ses troupes. Hier, Tzahal déclarait avoir achevé la destruction des tunnels à Gaza. Mais après un mois d'affrontement, le bilan humain est lourd d'un côté comme de l'autre. Côté israélien, 3 civils et 63 soldats tués en un mois. Côté palestinien, 1867 morts et parmi eux, des civils. Voilà, et on va continuer de décrypter cette situation extrêmement mouvante avec vous, Betsabé, et les grands titres des journaux internationaux ce matin. Qui s'intéresse surtout au cessez-le-feu, bien évidemment, qui a commencé ce matin. Israël va réduire ses opérations à Gaza, c'est ce qu'écrit le New York Times. Pourquoi ? Eh bien parce que d'une part, la plupart de ses objectifs ont été atteints, on pense notamment au tunnel, et sous la pression internationale, précise le quotidien, le New York Times, qui se demande tout de même, vu le passif des dernières violations de cessez-le-feu, si on peut être vraiment sûr que les deux camps vont respecter cet arrêt des hostilités. Allez, une touche d'optimisme quand même chez le Washington Post, qui note qu'aussi bien le Hamas qu'Israël ont freiné le rythme de leurs attaques les derniers jours. Israël n'a pas envoyé de délégation au Caire, mais a accepté de suspendre les opérations. Le journal précisant que l'État hébreu va néanmoins suivre de très près, bien sûr, les activités du Hamas, et cela même si Israël s'est retiré de la bande de Gaza, que même si les combats se sont calmés, 2 attaques ont été perpétrées hier à Jérusalem. Une réponse, dit le journal, au conflit à Gaza, selon les responsables de la sécurité. Netanyahou tente de sortir du conflit sans perdre la face. C'est l'explication du Monde qui explique que l'enlèvement présumé du soldat Aldar Goldin donc, aurait permis à Israël en fait, de ne pas envoyer de délégation en Caire, en prêchant cette violation du cessez-le-feu seulement quelques minutes après son entrée en vigueur vendredi matin, sans pour autant entériner un refus de négocier. Il a ainsi évité un face-à-face indésirable, dit Le Monde, tandis que sur le terrain, eh bien, hier, le retrait des premières unités de Beth Lahia et de Khan Younes eh bien, a alimenté les spéculations sur un retrait unilatéral de la bande de Gaza, auquel on assiste ce matin. Mais, dit Le Monde, les bombardements ont remplacé les opérations au sol afin de limiter les pertes dans les rangs de l'armée. C'était l'explication du Monde hier. Voilà, sur cette stratégie israélienne. Presque diabolique. Vous avez évoqué cet attentat hier, ces 2 attentats hier à Jérusalem. Est-ce qu'on en parle ce matin dans la presse ? On en parle un petit peu. La Stampa en Italie, toujours fan vraiment des événements ici, qui suit vraiment jour à jour ce qui se passe. Le cauchemar du retour au terrorisme, a titré le quotidien italien. Un Palestinien en volant d'une pelleteuse a foncé sur des passants, a renversé un bus faisant une victime, donc un homme de 25 ans, raconte le journal. Le journal qui rappelle que ce n'est pas la première fois qu'un attentat est perpétré à Jérusalem au moyen d'un tracteur. En 2008, 2 fois en 3 semaines. En 2009, il avait aussi tenté de frapper un bus. Et puis en 2013, quand un Palestinien avait tenté de foncer dans la barrière d'une base militaire. Aux États-Unis, le Time en parle aussi, qui relève que le bus était vide, mais que les photos montrent quand même cet impact destructeur, dit le journal. Qu'une autre attaque aussi a été perpétrée quelques heures plus tard par un homme à moto qui a tiré sur un soldat qui était blessé, d'ailleurs, près de l'université hébraïque de Jérusalem. Tout cela alors que, dit le Time, le sentiment d'inquiétude face à la montée, face à la peur, donc la peur des actes de terrorisme augmente en Israël à cause du conflit à Gaza. Le Time qui rappelle en outre plus de 1800 victimes palestiniennes, la plupart d'entre elles civiles, et puis 64 soldats et 3 civils qui ont perdu la vie côté israélien. Et puis on termine par Le Monde, toujours sur ces attentats, qui reprend une dépêche de l'AFP dans
laquelle il racontait qu'immédiatement après l'attentat, on pouvait entendre mots roses arabes dans la rue, tandis que d'autres passants s'en sont pris à des voitures et à un bus appartenant à des Palestiniens. Une attaque terroriste selon la police. Autre précision, le Palestinien auteur de l'attaque a un casier judiciaire vierge. Le Monde qui cite la réaction du Hamas, selon qui il s'agit là d'une réponse naturelle au massacre de l'occupant contre notre peuple à Gaza. Voilà, on reste en France. François Hollande avait parlé ce week-end de bombardements inadmissibles. Son ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a lui lâché le mot que les Israéliens ne voulaient pas entendre depuis le début de ce conflit. Il a parlé de massacre. Voilà, alors le ministre des Affaires étrangères, donc français, qui a élevé la voix, nous dit le Parisien, et a lâché, ce sont les termes du Parisien, le mot massacre, comme si ça faisait très longtemps déjà qu'il a envie d'utiliser cette formule. Le droit total d'Israël à la sécurité ne justifie pas, dit Fabius, qu'on tue des enfants et qu'on massacre des civils. Des formules qui sont rassemblées, vous allez voir, sous un communiqué signé Laurent Fabius, un communiqué qui finit par cette idée: une solution politique entre Israël et les Palestiniens devra être imposée aux deux parties. Voilà le zoom du Parisien sur ce conflit aujourd'hui. Voilà, il est temps de dire bonjour à Yohan Waki et Israël Tavor. Vous êtes blogueur, merci d'être avec nous. Est-ce que ce changement de ton, ce changement de narratif officiel français a contribué à mettre une pression sur Israël? À votre avis, quand Laurent Fabius parle de massacre, Israël ne peut pas rester sourd? Elle ne peut pas rester sourd, mais le souci pour le gouvernement israélien, c'est qu'il y a son opinion publique intérieure. Donc le gouvernement est complètement tiraillé entre une opinion internationale qui est en train de se mobiliser et une opinion intérieure qui reste malgré tout favorable à la poursuite des opérations. C'est-à-dire, en gros, tant qu'il y aura des roquettes qui tomberont sur Israël, on veut la poursuite des opérations. Donc c'est ce que l'on entend partout dans la rue, et les Israéliens sont encore majoritairement pour la poursuite des opérations. Voilà, reste à voir si ça va changer dans les heures qui viennent et l'instauration peut-être d'un cessez-le-feu durable. Alors malgré ce conflit, Israël, vous le savez peut-être, a maintenu le transit d'aide humanitaire vers Gaza depuis un mois. Des vivres, des médicaments et autres matières premières ont été transmis aux civils de Gaza. Mathias Inbar a suivi l'un de ces procédés pour I24. Regardez. Le rituel est connu. 365 jours par an, des dizaines de camions attendent de pénétrer dans la bande de Gaza via ce point de passage frontalier israélien de Kerem Shalom. Ce que nous faisons ici, nous livrons au quotidien au moins 200 camions de biens depuis Israël vers la bande de Gaza. La plupart des biens sont des donations. Il y a des médicaments, de l'essence, du gaz. C'est la demande que l'on reçoit depuis Gaza et c'est ce que nous leur fournissons. Entre 250 et 300 camions par jour, plusieurs tonnes d'aide humanitaire autorisées par Israël, nourriture, blé, essence aussi, qui n'ont jamais cessé de transiter vers Gaza pendant l'opération militaire israélienne, y compris pendant que des centaines d'obus de mortiers et missiles Qassam s'abattaient dans la région. Ça fait très peur. Nous sommes en temps de guerre, non? C'est très dangereux. Tous les tirs, tous les obus de mortier, c'est dangereux. Comme cet ouvrier, ils sont au moins 60 Palestiniens tous les jours à venir chercher des produits de première nécessité et les amener quelques dizaines de mètres derrière moi dans la bande de Gaza, y compris pendant l'incursion terrestre israélienne. Même s'ils travaillent en Israël, ces ouvriers palestiniens de Gaza disent ne pas recevoir de pression du Hamas. Ils ne nous font pas de problème. On vient travailler, puis on rentre à la maison. Personne ne parle avec nous. La plupart de ces biens proviennent d'organisations internationales onusiennes. Aucune limite de vivres acheminés vers Gaza, si ce n'est ceux interdits par le gouvernement israélien, comme le ciment et le béton, utilisés en partie, selon Israël, pour construire des tunnels. Voilà, et on va se diriger vers la frontière justement entre Israël et la bande de Gaza pour comprendre ce qui se joue sur le terrain. On vous retrouve, Léa Berdugo. Alors le cessez-le-feu accepté par les deux parties officiellement est entré en vigueur donc il y a 1h40 maintenant sur le terrain. Qu'est-ce que vous pouvez constater ?
Écoutez, on peut voir un retrait des troupes israéliennes à la frontière avec la bande de Gaza. Pour vous donner un exemple, derrière moi se situait une base militaire avec de nombreux tanks. Eh bien, vous le voyez bien, il n'y a plus rien. Les forces militaires israéliennes sont concentrées dans une zone tampon près de la frontière avec la bande de Gaza. Mais l'armée israélienne l'a dit, si le Hamas cesse la trêve entre Israël et le Hamas au sein de la bande de Gaza, eh bien, l'armée répondra. L'armée l'a déjà prévenu il y a quelques heures. Et puis nous sommes dans un endroit où un tunnel a été découvert à 250 mètres d'ici. Les tunnels qui ont été détruits tout au sein de la bande de Gaza, selon l'armée israélienne, c'est ce qu'elle a déclaré cette nuit. Alors, il faut quand même rappeler qu'avant l'entrée en vigueur de ce cessez-le-feu, la nuit a été plutôt calme à Gaza, hein, Léa. Il n'y a pas eu quasiment de frappe israélienne cette nuit. Non, il n'y a pas eu de frappe sur la bande de Gaza ni sur les cibles du Hamas et les roquettes ont été extrêmement peu lancées au sein de la nuit. Par contre, quelques minutes avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, c'est une salve de roquettes qui a été lancée sur les territoires israéliens, notamment sur le sud du pays. Les régions d'Eshkol, de Sha'ar HaNegev ont été visées, mais également les villes un peu plus éloignées de la bande de Gaza, comme les villes d'Ashdod ou Ashkelon par exemple. Voilà, et pour finir, on a appris ce matin, hein, Léa, que l'armée devrait commencer à ramener du matériel, des chars, des blindés en tout genre depuis le sud vers d'autres bases un peu partout dans le pays. Des routes israéliennes auraient été fermées. Est-ce que vous avez pu commencer à le constater ce matin, ce rapatriement de matériel? On n'a pas pu constater cela, mais par contre l'armée nous a confirmé que le matériel était en train d'être retiré donc de la frontière avec la bande de Gaza pour aller vers d'autres bases militaires. En tout cas, nous avons vu des mouvements de troupes donc dans l'autre sens de la bande de Gaza vers le centre d'Israël, donc ce qui confirme cette annonce du retrait total des troupes israéliennes de la bande de Gaza. Par contre, elles sont toujours massées à la frontière, nous l'avons dit. Voilà, toujours massé à la frontière, mais pour l'heure, le calme est maintenu. Merci beaucoup, Léa. Et on retrouve Julia Ganancia dans la ville d'Ashkelon. C'est ce que vous pouvez constater également. Le calme est maintenu sur les villes israéliennes depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Tout à fait. Ici à Ashkelon, le calme est de rigueur pour l'instant. Alors il est encore tôt ce matin. La ville s'éveille petit à petit. Vous le voyez peut-être derrière moi sur la plage, peu de monde. Il est vrai que nous avons eu un orage ce matin et puis il y a le jeûne de Tisha B'Av. Mais il y a surtout eu toutes ces roquettes qui ont visé le sud du pays juste avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Et donc les gens ne sortent pas encore beaucoup. Alors à Ashkelon, les sirènes n'ont pas retenti, mais et pas de roquettes non plus, mais à Ashdod, ce sont 2 roquettes qui ont été interceptées. Au total, ce sont 20 roquettes qui ont été envoyées depuis Gaza vers l'État hébreu, vers le sud de l'État hébreu ce matin. Alors, Julia, on le dit, hein, la majorité des habitants du Sud craignent que le calme ne soit pas restauré sur le long terme. Hein, et c'est leur crainte. Depuis le début de ce conflit, ils n'ont cessé de s'opposer à un cessez-le-feu. Est-ce que le vent est en train de tourner ce matin? Qu'est-ce que vous comprenez des habitants? Est-ce qu'ils soutiennent ce cessez-le-feu? Écoutez, en tout cas, Barbara, au début de l'incursion terrestre, les gens accueillaient cette incursion terrestre de manière très positive. Ils étaient très satisfaits de cela, ils attendaient cela, ils voulaient une incursion terrestre parce qu'ils étaient certains qu'avec une incursion terrestre, le calme reviendrait. Désormais, il y a un cessez-le-feu et pour l'instant, nous n'avons pas pu encore vraiment parler aux populations du Sud puisqu'il est encore tôt, mais il est certain que dans le sud du pays, certains ne seront pas véritablement satisfaits car ils ont peur que cela continue, que des roquettes continuent de s'abattre sur les villes. Merci beaucoup, Julia. Alors, on l'a dit aussi, depuis un mois, une des conséquences de ce conflit ne se joue pas sur le terrain des combats, mais à 4000 km d'ici, un peu partout, dans les villes européennes, les manifestations anti-israéliennes se succèdent, hein, et parfois très virulentes. Depuis un mois, l'occasion pour nous de revenir sur un mot, Israël Tavor, c'est le sionisme, un mot qui a évolué pour devenir une insulte aujourd'hui. Exactement, alors déjà, on a mis à peu près tout et n'importe quoi dans le mot sionisme. Faut dire qu'au départ, il y avait une sorte de forme de
de sionisme avant que le mot soit inventé. Donc on y mettait à peu près tout, des éléments spirituels, des éléments politiques, des éléments sociaux. Donc ensuite, ça a recouvert pas mal de choses. Il y a eu 2 mouvements qui sont mis en place. Un sionisme, on dirait, traditionnel et culturel, et un autre sionisme qui est plus politique. Donc le sionisme culturel, en gros, qu'est-ce qu'il disait ? Quelque chose d'assez simple. On n'est pas forcément pour la création d'un État purement juif. On peut éventuellement avoir un État binational. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu étrange d'entendre ça. Donc c'est en particulier Ahad Ha'am. On voit les rues Ahad Ha'am en Israël. Et quand on sait qu'il était pour un État binational, c'est un petit peu étrange. Et donc il était vraiment pour un État plutôt spirituel qui pouvait un petit peu allier les deux. En même temps, il avait conscience d'une chose, c'est que peut-être la création d'un État juif risquait de créer quelques problèmes avec la population locale. Donc il dit ça en 1891. Pourquoi je dis cette date-là ? Pour une raison très simple, c'est qu'en 1891, à cette même date, il y a des Arabes qui refusent de vendre des terres aux Juifs par peur de la présence juive. Et c'est comme ça que va se renforcer aussi le sionisme politique à côté de ce sionisme culturel ? Alors exactement, en fait, le sionisme politique, donc c'est avec Theodor Herzl, et c'est lui qui va vraiment lancer le mouvement. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que son livre de base, qui est l'État juif, en allemand, ça se dit Judenstaat. Et en fait, c'est dire l'État des Juifs. Pourquoi ? Parce que ce qui était plus important pour lui, c'était de voir la population juive venir en Israël. L'aspect spirituel et culturel, c'était un peu moins important pour lui. Vraiment, ce qui était plus à mettre en avant, c'était de créer un mouvement politique. Et ce qui est intéressant, c'est intéressant par rapport à la manière dont les insultes contre le sionisme arrivent aujourd'hui, c'est que pour lui, le sionisme, c'était une manière de décoloniser le juif, en gros, qui devienne le sujet de sa propre histoire, comme n'importe quel mouvement de décolonisation. Et aujourd'hui, quand on voit que maintenant le mot sionisme, c'est pour parler d'un mouvement colonial, donc il y a des enjeux idéologiques très importants là-dedans, on comprend maintenant l'insulte qui arrive en opposition avec l'idée première du sionisme. Alors quand même, pour comprendre bien l'évolution de ce terme et son impact sur la réalité, il y a une date clé, c'est 1929. 1929, c'est très important parce que c'est à cette date-là qu'il y a le massacre d'Hébron. Et y compris chez les tenants du sionisme culturel, ils n'ont jamais été très très nombreux. Il y a un mouvement en 1925 qui s'appelle le Brit Shalom, qui compte à peu près au maximum une centaine de personnes. Je crois qu'ils étaient d'ailleurs tous juifs. Il n'y avait pas de mouvement arabe, de personnes arabes dedans. Et ça va à ce moment-là avoir une répercussion sur ces membres-là, particulièrement Arthur Rupin, qui va quitter ce mouvement-là. Il va dire « je prends acte de l'impossibilité d'un État binational ». Il va se ranger du côté du sionisme politique. Mais le mot sionisme ne va pas s'arrêter là, il poursuit son chemin. Et oui, il va poursuivre son chemin. Alors déjà, il va y avoir la création de l'État d'Israël. Oui. Alors la première question, c'est maintenant que le sionisme a atteint son but, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on continue à être sioniste ou pas ? Donc, c'est une première question. Donc, alors certains disent, voilà, maintenant on peut entamer une autre étape. Certains vont se qualifier ça de post-sionisme. Bon, le mot post-sionisme a beaucoup de sens. Donc il va y avoir ce premier sens. Puis d'autres personnes disent, non, on va continuer à être sioniste parce que être sioniste, c'est maintenir cet État juif. Donc, ce qui d'ailleurs est intéressant, c'est qu'on a vu il n'y a pas très longtemps, au moment des négociations, quelle définition pour l'État d'Israël. C'est-à-dire, il y a Netanyahou qui veut dire, voilà, on va passer une loi pour dire, voilà, c'est un État juif avant tout. Exactement. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on fait de la minorité non juive ? Certains disent, voilà, il faudrait une définition qui sera État juif, du peuple juif et de tous ses habitants. Ce qui permet un petit peu de récupérer un petit peu tout le monde. Et puis ensuite, il y a une autre étape qui va arriver dans l'évolution du sionisme, c'est 1967. Alors, on ne s'en rend pas compte maintenant aujourd'hui, mais la guerre des 6 jours a eu un impact psychologique absolument important pour l'ensemble des Juifs dans le monde. C'était quasiment la première fois depuis l'Antiquité qu'une armée juive récupérait Jérusalem. Donc il faut un petit peu se mettre dans la perspective de 67. L'impact psychologique a été très très fort. Et à ce moment-là, il se passe une chose assez intéressante, c'est qu'il va y avoir une sorte de renouveau spirituel. Il va y avoir, parce que la conquête de Jérusalem va avoir cet impact-là, et le sionisme politique et le sionisme traditionnel vont se mettre un peu ensemble. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les plus grands centres spirituels juifs sont actuellement en Israël et pas seulement à New York. Voilà, et pour terminer, pour qu'on comprenne bien l'évolution de ce mot, il faut quand même parler de l'anti-sionisme, de cette connotation extrêmement négative. Alors oui, on voit le mot sionisme est utilisé comme une insulte. Alors, je me souviens, il y a quelques années, il y a Tariq Ramadan qui a insulté quelqu'un en disant « c'est un sioniste notoire ». Insulte suprême. Exactement. Donc, si l'on accepte le fait que le sionisme est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes appliqué au peuple juif,
À ce moment-là, qu'est-ce que l'antisionisme? C'est une discrimination contre les juifs par rapport à ce droit qu'on accepte pour tout le monde. Et une discrimination contre les juifs, ça s'appelle comment? C'est l'antisémitisme. C'est ça. Exactement. On aura bien compris votre raisonnement. Merci beaucoup de nous l'avoir expliqué. Coup de projecteur. À présent, on parle d'autre chose et on revient au terrain des combats, sur une femme hors du commun. Elle s'appelle Varda Pomerantz. Elle a été pendant de longues années à la tête de l'unité militaire chargée d'annoncer aux familles la perte de leur enfant au sein de Tsahal lors de combats ou d'entraînements. Eh bien, elle vient de connaître le même drame. Son fils est tombé à Gaza pendant ces combats. Regardez son portrait. Varda Pomerantz savait qu'elle n'échapperait pas à son destin. Le même destin qui a touché tant de parents pendant les années où elle dirigeait l'unité militaire israélienne des soldats tués et disparus, responsable d'annoncer la mauvaise nouvelle aux parents des soldats, les informer que leur enfant a été tué au combat ou capturé par l'ennemi. J'ai eu 4 enfants et je savais qu'un jour j'aurais à subir un deuil. À la tête de cette triste unité militaire, c'est Varda qui a établi les règles. Quels mots utiliser, comment accompagner les familles pour l'organisation des funérailles et comment les assister par la suite. Cela ne m'a pas rendu pessimiste. Au contraire, le résultat de tout ça, c'était que chaque seconde de ma vie était, et j'espère continuera à être heureuse. Tout ce qui est arrivé, je l'apprécie. Grâce à Dieu, ça aurait pu être pire. C'est ce qu'on appelle voir le verre à moitié plein. Grâce à Dieu, il n'est que blessé. Mais même à l'époque, je savais que ça m'arriverait un jour. Donc même maintenant, j'essaye de voir les choses de cette façon. On a profité pendant 20 ans de ce gamin. Ça aussi, c'est un cadeau. À cause de son horrible expérience, elle a eu le réflexe d'enregistrer sa dernière conversation avec son fils. דניאל? יופי, אז תהיה חזק. סגור, אמרתי לך, יש איזה, אמרו לי פעם רק כזה לכתוב משהו למקרה, אז אצלי לא כתבתי על דף, כתבתי את זה בתוך הפלאפון, כאילו שתדעו. ואתה לא רוצה להגיד לי מה רשמת? לא, זה מקרה ועדיף שלא... אוקיי, שמור אלוהים לא יקרה. אמן ואמן. Elle a fait quelque chose qui, je ne sais pas ce qui fait ce genre de choses, qui enregistre un coup de fil avec son fils en pensant que ça pourrait être. Je ne pense pas que quelqu'un puisse imaginer une telle situation. Si vous lisez cela, ça veut dire que j'en ai fini de ma carrière. Mais au moins, je l'aurais combattu de façon honorable et j'en suis fier. Soyez sûr que je suis heureux, c'est important que vous le sachiez. Daniel Pomerantz, l'un des 7 combattants de la brigade Golani, tué le 20 juillet lorsqu'un missile a touché son véhicule blindé, l'un des plus anciens encore en service dans l'armée. Lorsque j'ai entendu qu'ils l'ont fait entrer à Gaza avec un véhicule aussi ancien, peu importe comment ils l'appellent, j'ai été très en colère. Je pense toujours qu'ils nous doivent une explication. Des dizaines de parents sont venus consoler la famille. Des parents qui se souviennent tous des services rendus par Varda. Même forte, ce témoignage de solidarité a touché Varda, qui s'est effondrée en sanglots. Daniel a été enterré non loin du jardin de ses parents. Varda y a planté un olivier, symbole d'espoir et de futur. Un futur où les mères n'auront plus à enterrer leurs enfants. Voilà, je vous rappelle qu'après un mois de conflit, le bilan total des soldats israéliens morts au combat s'élève à 63. Alors malgré ce coût humain très élevé, on ne cesse de le répéter, Israël a fait bloc derrière son gouvernement et derrière cette opération depuis 29 jours. Ça a été le cas aussi des médias, mais également des marques, Johan, et de leur publicité. Vous nous en dites un peu plus. Exactement. Alors je vous propose de regarder tout de suite ces quelques campagnes de publicité qui intègrent clairement le conflit dans leur message, avec cette première campagne du ministère du Tourisme israélien qui incite les Israéliens à
voyager à l'intérieur du pays en leur disant tout simplement que c'est le moment de visiter Israël. Alors on peut comprendre que c'est notamment pour les habitants du Sud qui peuvent se rendre dans le Nord en voyant donc ce qui se passe. Une deuxième campagne pour la banque Leumi. La banque Leumi qui se mobilise et joue de la solidarité avec les habitants du Sud en disant que nous sommes tous du Sud, nous sommes tous mobilisés, voilà, tous ensemble, tous unis, et qui renvoie vers cette campagne qui renvoie vers un site internet développé à l'occasion qui s'appelle weardarom.co.il. Donc nous sommes du Sud ou nous sommes avec le Sud, un site internet sur lequel il est possible d'acheter tout plein de produits, des vêtements, de l'alimentation, de la décoration pour la maison, de commerçants, voilà, de commerçants du Sud, donc une vraie plateforme de solidarité mise en place par la banque Leumi. Et je vous propose de regarder cette dernière campagne dans un ton un peu plus léger, développée par une marque de pyjama Delta. Voilà, qui nous dit tout simplement: êtes-vous gêné de retrouver vos voisins dans un vieux pyjama assorti d'une offre promotionnelle sur l'achat, bien évidemment. Retrouver vos voisins dans l'abri, quoi, exactement, en fait. Exactement. Exactement. Ils font des sous-vêtements, ils font des pyjamas. L'idée étant de jouer sur le moment. Retrouvons-nous dans l'abri au moment d'une sirène. Donc voilà. Alors, on voit clairement, Johan, l'intégration du conflit dans ces campagnes, mais pas vraiment de positionnement politique, à proprement parler. Alors, la question est de savoir, est-ce que les marques auraient intérêt de prendre position politiquement clairement? La réponse est plutôt non. Ouais. Non, parce que l'histoire nous a montré qu'à chaque fois qu'une marque prenait une position très claire, que ce soit sur une cause sociale ou pour un parti politique, voilà, un conflit quelconque, eh ben, elle était toujours critiquée, voire boycottée. En tout cas, sa prise de position était souvent dénoncée. Ce qui est certain, c'est que les entreprises sont des acteurs importants de la vie économique et sociale d'un pays, et que les marques en sont les traductions émotionnelles. Donc si une marque est la traduction émotionnelle d'une position d'une entreprise, on parle donc d'émotion. Une émotion, elle est rarement neutre. On est pour, on est contre. Ici, c'est beaucoup plus subtil. On dit qu'on est patriotique, en tout cas, on est avec vous. Voilà, c'est une façon de jouer de l'émotion sans être pour ou contre une décision politique. Sauf qu'il faut quand même noter que les marques subissent les conséquences de ce conflit, même sans se positionner, juste par le fait d'être israéliens. Parfois, ils sont boycottés. Exactement. Alors, les marques israéliennes sont souvent boycottées du fait même d'être israéliennes. Donc, on le voit bien de toute façon. Si la marque ne prend pas parti, aux yeux du consommateur, elle a de toute façon une position. Et c'est là qu'il faut savoir faire preuve de finesse, de créativité ou encore de diplomatie dans certains cas. Alors, en fait, la réaction des marques s'est faite en 2 temps. Premier temps, on arrête quasiment toute publicité sur la télévision israélienne et on met en place une stratégie de promotion des ventes. Stratégie de promotion des ventes, pourquoi? Parce que c'est très facile à mettre en place, très rapide et que les moyens financiers à développer sont assez faibles. Alors, quelques exemples. On a notamment la marque de téléphone, le réseau téléphonie israélien Cellcom, qui a envoyé des dizaines de camions dans le sud, dans les bases militaires pour les soldats, avec des accessoires offerts, avec des camions qui comportaient des ateliers de réparation. Voilà, donc on a plein d'exemples comme ça de marques qui ont mis en place des opérations de promotion avec des réductions. Voilà, ça, c'était la première phase. Et puis, bon, ils se sont lancés dans la publicité en 10 secondes. Alors, ils se sont mis dans la publicité. Conclusion. Quelques marques seulement. Il faut savoir que les investissements publicitaires pour le mois de juillet ont été divisés par 3, voire 4 par rapport aux prévisions attendues. Quelques marques seulement se sont lancées dans du patriotisme. Il est très important de rappeler que pour relancer l'économie, il faudrait que les marques réinvestissent en communication très rapidement en faisant attention à leur message, comme on vient de le voir. Voilà, tout cela sera fait dans les jours qui viennent. On l'espère. Merci beaucoup à tous les 3 d'avoir été avec nous. Je vous rappelle la principale information de cette matinée. Un cessez-le-feu est entré en vigueur il y a 2 heures maintenant. Et les parties négocieraient un accord sur le long terme au Caire. Passez une belle journée. Portez-vous bien.